Ah voilà, ça fonctionne. Alors Hélène, nous attendons Hélène. Donc émission numéro 8 de C'est quoi ton job? Avec Hélène Ungbenji qui tente de contacter, contacter, de venir sur le live. Je comprends pas, écrit qu'elle a rejoint et je ne te vois pas Hélène. Euh, qui se passe-t-il? Alors, alors attendez, je suis désolée, je vais devoir encore enlever le live pour pouvoir réessayer de faire venir. Alors, alors est-ce qu'on a? Je retente, Hélène. Je sais pas si tu me vois. Effectivement, moi, ça me met que tu es sur la vidéo, mais je ne te vois pas. Euh... Eh oui. Et ça me remet accepté. Bon, je vais re-enlever le live encore une fois et je te. Ok, ok, Jérémy, avec plaisir. De toute façon, on va relancer sinon. Alors, je vais relancer une troisième fois. Bisous, en tout cas, c'est cool de t'avoir vu, Jérémy. Alors, Hélène, si t'es ok, je vais enlever le live et le relancer pour la troisième fois, du coup. Ah, ça y est, je crois que tu as pas. Ça y est, ça marche. Ça y est. C'est cool. Pour le gros suspense avec les lives C'est ça, Instagram. mais oui, parce que enfin, d'habitude, ça fonctionne. On peut avoir des bugs avant, etc. Là, bon, écoute, la Oui, magie d'Instagram, des fois, on sait pas pourquoi, mais parce que j'avais beau accepter, ça voulait pas, et j'avais beau t'inviter, je sais pas si tu voyais l'invitation. Mais bon, le, oui, je bon, voyais. le tout, c'est que tu aies réussi à venir, que tu sois parmi nous. Oui, je suis là. Donc, coucou Hélène, je suis ravie de t'avoir pour cette émission numéro 8 de C'est quoi ton job, de te recevoir. Comment vas-tu du coup? Mais écoute, ça va. Comme je te disais un peu avant, un petit peu les fins d'année, là, juin, je sais pas vous qui vous écoutez, et toi, Émilie, mais fin d'année toujours un petit peu chargée, fin d'année scolaire. Mais je suis ravie d'être ici et je te remercie de m'avoir invitée à ton Ouais, merci émission. à toi Tu vas bien? d'y participer. Bah, écoute, moi, ça va très bien aussi, comme tu dis, pareil, assez chargé sur cette fin d'année, tant au niveau scolaire qu'au niveau professionnel. C'est c'est- c'est bien chargé. Donc, du coup, moi, je suis ravie aussi de t'accueillir aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure, mais comme j'ai enlevé le live, je l'ai remis. N'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous avez des questions à poser à Hélène tout au long de l'émission. Si c'est une question, vous avez, par exemple, si vous avez besoin enfin, vous pouvez pas rester sur la totalité de l'émission. N'hésitez pas à mettre urgent si vous voulez avoir une réponse assez rapide. Comme ça, je donnerai les questions à Hélène pour qu'elle puisse y répondre rapidement et vous aurez votre réponse. Sinon, vous pourrez l'écouter en replay, bien entendu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Toutes les questions sont les bienvenues. Oui, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. Oui, c'est important ce que tu dis parce que des fois les gens ont peur des questions, etc., qui seraient potentiellement idiotes ou bêtes, alors qu'il n'y a pas de questions. Finalement, il n'y a aucune question bête. Oui, profitez-en. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Parfait. Alors du coup, Hélène, est-ce que tu peux te présenter te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, enfin voilà, tout. Oui. Alors, je m'appelle Allen Bedji, j'ai 38 ans, je suis maman d'une enfant, une belle maman de deux enfants qui ne sont plus vraiment des enfants maintenant. Et je suis psychologue, sexothérapeute, thérapeute de couple. Et depuis quelques années maintenant, 2 petites années, créatrice d'accompagnement autour du bien-être, de l'épanouissement sexuel et général. Et donc là, j'ai créé un programme qui s'appelle Sublimons nos vies, au service de l'épanouissement sexuel et psychologique, l'épanouissement vraiment de sa vie en général. D'accord, donc ouais,
voilà, un large panel effectivement entre la psychologie, sexothérapie, thérapie de couple, donc tout ce qui est en lien avec effectivement la sexualité, le couple, enfin voilà le, le, comment dire le oui, enfin oui, dans le couple et peut-être aussi individuellement aussi. Et donc du coup, tu as créé en plus un accompagnement qui regroupe un petit peu tout ça, mais tu vas nous en parler un petit peu plus après, justement avec pas que en fait tous les éléments que tu as présentés là, mais avec d'autres choses que tu peux rajouter, que tu as rajouté en plus. Oui, notamment la créativité et l'expressivité sous toutes ces formes, notamment artistiques. Parfait, très bien. Aujourd'hui, du coup, tu vas nous parler de plus particulièrement de quel aspect ou quel domaine plus spécifiquement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect sexothérapie. Alors pour les questions, je ne sais pas comment ça se passe, Émilie. Est-ce qu'on, je vois des questions, je commence à avoir une question. Est-ce que je réponds à la fin? Tu as prévu Alors, un temps pour les questions? soit si c'est alors parce que soit effectivement souvent enfin après on peut adapter. En général, il y a une partie d'interview et après les questions et si effectivement les personnes peuvent attendre la fin de l'interview, on peut les poser là. Sinon, c'est pour ça que je dis de mettre le petit urgent si c'est important, si c'est rapide. Après je peux te les poser effectivement maintenant. Donc il y a Guillaume qui demande donc bonjour, petite question car je connais très peu ton métier. Devons-nous forcément avoir un problème de sexualité pour venir te voir ou ça peut être pour autre chose? Et quoi? Parfait. Oui, très bonne question. J'allais justement en parler, donc très bien que tu l'abordes, Guillaume. Alors, on peut venir effectivement me consulter si on a une problématique sexuelle qui nous fait souffrir, mais ça peut être aussi si on a un questionnement sur la sexualité. C'est vrai que c'est une demande que j'ai un petit peu moins, mais que je trouve très positive aussi, finalement, de ne pas consulter uniquement quand il y a un problème, mais ça peut être en prévention. J'ai par exemple des jeunes couples qui me consultent pour éviter de développer plus tard, de rencontrer plus tard des problématiques sexuelles, ou vraiment un questionnement autour de la sexualité. Donc, vous êtes les bienvenus aussi si vous n'avez pas une réelle souffrance en lien avec la sexualité, mais plus un questionnement. Et notamment, alors ça, on en parlera peut-être aussi plus tard, mais j'organise des cafés sexo. Pour l'instant, c'est plutôt féminin, mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si au niveau des hommes, si vous seriez intéressés. Il y aurait peut-être l'occasion d'organiser des cafés sexo mixtes. Mais dans les questionnaires que j'ai fait remplir, je me suis rendu compte que des personnes pouvaient être intéressées par des cafés sexo sans avoir de problématiques, de souffrance autour de la sexualité. Donc, vous êtes les bienvenus aussi pour parler de votre sexualité dans le cadre d'une consultation, même sans problème, trouble pathologique. D'accord, ouais, donc ça c'est super important ce que tu dis et la question est effectivement hyper intéressante parce que c'est vrai que la plupart des gens se disent je consulte parce que j'ai un réel problème et puis peut-être avec des années, des mois de souffrance derrière, mais comme tu dis, on peut tout à fait consulter en amont, c'est-à-dire pour, je vois aussi, parce qu'on pense souvent aux problématiques, mais ça peut être aussi dans le cadre de plus en fait, c'est-à-dire d'être déjà bien, mais d'être peut-être même encore mieux, Oui. dans enfin, un peu de challenge, mais de mieux être encore alors qu'on est déjà plutôt bien. Et puis, enfin, ça reviendra aussi sur des questions que j'ai, moi, de justement, comment se dire qu'on a un problème, tu vois, sur au niveau sexualité. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui pensent, entre guillemets, ne pas en avoir et finalement en ont un petit peu. Ou tu vois, enfin voilà, la nuance est toujours très compliquée à trouver de est-ce que j'ai un problème ou pas. Oui, je dirais que le point de repère, c'est la souffrance finalement, parce qu'il y a des personnes qui, si on prend par exemple le désir sexuel, il y a des personnes qui n'ont pas de désir sexuel ou très peu et qui ne vont pas forcément en souffrir, notamment si elles sont en couple avec quelqu'un qui a très peu de désir sexuel ou pas. Donc, pourquoi pas, là, il n'y a pas forcément besoin de consulter s'il n'y a pas de souffrance. Et il peut y avoir au contraire des personnes qui ont une sexualité avec un désir, un plaisir qui est là, mais un manque de synchronicité avec l'autre, par exemple. Et il y a une souffrance, il n'y a pas une pathologie sexuelle, mais ça peut être un motif de consultation. D'accord, ouais. Et puis, je rejoins sur ce que tu disais aussi, on peut aussi être bien dans sa sexualité, mais avoir envie d'être encore mieux, d'explorer. J'aime beaucoup ce mot-là, cette thématique-là, de l'exploration. Donc, effectivement, ça peut être une indication aussi, consultation, ou de
d'adhésion à un de mes programmes. On va être vraiment Sur plus sur l'exploration. l'exploration, d'accord. Ouais, donc du coup, ouais, on va y venir. Ça va être, ça va être hyper intéressant justement parce que, ce qu'on disait, des fois, c'est des sujets qui peuvent être un peu tabous entre guillemets pour certaines personnes. Et finalement, c'est important aussi de démocratiser, d'en parler parce que, alors, je trouve que ça se démocratise de plus en plus et la parole s'ouvre davantage justement sur ces sujets-là et c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivaient finalement avec leurs problèmes en se disant je peux pas vraiment en parler, j'ose pas aller voir un professionnel ou voilà. Il y avait un peu ce côté de entre guillemets se mettre à nu alors que c'est pas forcément comme je disais, toi, tu es vraiment dans la bienveillance, l'écoute, l'accueil, et il y a pas ce côté, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de... Oui. S'il y a vraiment un lieu où il n'y a pas de jugement sur la sexualité, c'est les consultations, le cocon des consultations, oui, en sexothérapie. Voilà, les gens peuvent déposer vraiment ce qui se passe sans aucune honte, ni peur, ni quoi que ce soit pour pouvoir justement les aider à aller mieux ou à régler s'il y a une problématique ou aller encore mieux s'il n'y a pas de problématique en particulier. Oui, et puis ça peut en soi être réellement thérapeutique de parler d'un aspect de sa sexualité dont on avait peut-être honte avant, et juste de venir en parler et de voir qu'on est accueilli dans sa façon de vivre sa sexualité. J'ai eu plusieurs personnes comme ça qui sont venues me voir vraiment avec une honte par rapport à soit une pratique, soit une façon de vivre sa sexualité. Et le fait de venir déposer ça dans un cocon bienveillant, déjà en soi, ça peut être très, très thérapeutique. Tout à fait, ouais, ça c'est hyper intéressant aussi ce que tu disais. Donc du coup, j'ai sauté une étape moi. Du coup, donc aujourd'hui c'est dans c'est quoi une sexothérapeute. Bon, en même temps c'était noté un peu partout dans l'émission, donc on peut pas louper. Donc on va parler effectivement de ça. Donc là on a eu la définition. Est-ce que Guillaume, est-ce que la réponse d'Hélène te convient ou est-ce qu'il y avait d'autres parce que je pense que ça répond complètement à la question. Donc on aura peut-être la réponse tout à l'heure. Donc du coup, donc tu disais effectivement finalement la question de Guillaume va sur la définition d'un sexothérapeute. Est-ce que tu as des choses à compléter ou à Guillaume nommé? Oui, merci. Est-ce que tu as des choses à compléter du coup, Hélène, par rapport à ce que tu viens de définir justement sur sur la définition d'une sexothérapeute? Je pense que oui, ça rejoint. En tout cas, ma définition à moi, ce serait ça. Hein, ce serait, en tout cas, la sexothérapie, ce serait un accompagnement autour de la sexualité, soit pour aider quelqu'un à faire avec une difficulté sexuelle. J'ai même pas envie de dire résoudre, parce que voilà, c'est déjà assez stigmatisant de dire résoudre. Hein. J'aime bien le terme de faire avec une difficulté sexuelle pour vivre sa sexualité de façon la plus alignée possible avec ses valeurs, ses aspirations personnelles. Et voilà. Donc, lieu d'accompagnement et des difficultés sexuelles et lieu d'accueil des questionnements autour de la sexualité au sens large. D'accord, très bien. Il peut y avoir un aspect de sexo-éducation aussi. Hein. Ça peut être donner des éléments, quelques éléments théoriques, on va dire, même s'il n'y a pas non plus. L'idée, c'est pas de se surcharger mentalement avec des éléments de connaissance, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir ou à mettre au point. Voilà. Et après, ça va être beaucoup de l'écoute de soi aussi pour, encore une fois, cette notion d'alignement, d'avoir une sexualité alignée avec ce qu'on souhaite profondément. Tout à fait, oui. Au-delà des normes, au-delà des normes en termes de sexualité. Tout à fait, parce enfin là, c'est justement, ça se démocratise de plus en plus, mais c'est effectivement, enfin, c'est souvent vu, même dans les discussions, enfin, je pense entre amis, etc., sous le joug des fois de l'homme, en fait, du plaisir de l'homme et pas forcément des fois de la femme. Alors, je dis pas tout le monde, hein, mais c'est ce qui revient des fois où effectivement, il y a cette espèce de suggestion un peu collective, enfin, je sais pas comment expliquer, une croyance collective un petit peu que c'est tout sur l'homme et pas forcément sur la femme. Aujourd'hui, heureusement, ça se développe. Effectivement, c'est aussi, comme tu dis, c'est quelque chose de très personnel et de savoir ce qui est aligné avec soi, finalement, homme ou femme d'ailleurs, enfin voilà, chacun de son côté, mais du coup, qui est, voilà, sur ce qui est bien et intéressant pour soi et de pouvoir après le développer, entre guillemets, avec l'autre. Et c'est dans cette idée-là, c'est ça de ce que tu décrivais? Oui, tout à fait. Hein. Donc vraiment avec cette notion d'absence de normes. Alors l'idée, c'est pas de chercher forcément à la contre-courant, mais vraiment de venir questionner qui correspond à chacun finalement, ce qui, sans parler comme tu dis d'être dans une norme ou de sortir de la norme, mais au moins de peu importe la norme ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce qui est notre norme finalement à chacun, et c'est un peu c'est ça finalement.
Oui, et puis l'aspect, alors quand on est en couple, en relation, de comment, j'ai aussi des demandes comme ça, hein, des demandes de couple, comment synchroniser les sexualités de l'un et de l'autre, qui peuvent être parfois un petit peu, voire très Oui. divergentes. Et donc, c'est ni l'un ni l'autre qui a un problème, mais c'est juste la réunion des deux Qui est compliqué. qui peut poser Ouais, problème. tout à fait. Ça m'évoque justement peut-être aussi après, des fois après les enfants, tu sais, après avoir eu des enfants, ça peut être perturbant aussi, enfin, de retrouver une sexualité équilibrée. Ça, c'est peut-être aussi peut-être des thématiques que tu abordes ou... Souvent, hein, j'ai beaucoup, une bonne partie de ma clientèle est constituée de couples qui effectivement ont eu un ou plusieurs enfants, sont ensemble depuis plusieurs années, et là où la sexualité pouvait aller bien dans les débuts, là on se retrouve avec des difficultés de temps, beaucoup de charge mentale, et comment faire dans ce nouveau contexte-là pour avoir une sexualité épanouie. Je dirais que c'est au carrefour de l'acceptation et du changement. Oui. Hein. C'est vrai que la sexualité change à l'arrivée d'un enfant, mais l'idée, ce serait dommage quand même de faire le deuil d'une sexualité épanouie, mais c'est une sexualité nouvelle avec ce nouveau Ça fait, oui, contexte. comme tu dis, tu le fais avec, finalement, ça aussi avec le contexte, avec la situation et avec éventuellement une problématique. Ou voilà, donc ça, c'est aussi voilà, ton maître mot, c'est faire avec les éléments, les changements qui s'opèrent. Ok, donc super. Être créatif par rapport à ça. Euh, Je disais dans un ancien live le fait que les contraintes qu'on rencontre peuvent nous stimuler notre créativité. oui, C'est une façon positive c'est de voir les choses. vrai. Dans plein de domaines, hein, d'ailleurs. Des fois, les contraintes, finalement, ça permet d'aller explorer quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas enfin, on n'aurait peut-être pas été allé voir dans ce sens-là. Et finalement, ça permet dans plein de contextes et plein de domaines différents, dont la sexualité, ça permet effectivement des fois d'aller, finalement, d'avoir enfin, c'est pas un blocage, mais des petites choses, voilà, des petites contraintes, etc. Ça permet effectivement d'aller explorer, comme tu le disais, finalement, d'une autre manière, de contourner ou Oui. de, ok. Du coup, Alex, tu t'es formé où ou qu'est-ce que tu as fait parce que ça fait pas mal d'éléments. Oui, alors à la base, moi je suis psychologue clinicienne, donc j'ai fait un master en psychologie clinique et psychopathologie. Ensuite, dès la fin de mes études, parce que c'est vraiment un sujet qui m'a passionnée qui me passionne depuis longtemps, je ne vais pas dire depuis l'enfance quand même, quoique il y avait un intérêt quand même prononcé, en tout cas pour la sphère amoureuse et les garçons, Oui, parce que voilà, moi, je suis hétérosexuelle, donc un intérêt depuis longtemps pour ce sujet-là. Et donc après mes études de psycho, je me suis formée en sexologie en fait, grâce à un DU de sexologie. d'accord. Donc c'est un diplôme interuniversitaire qui se fait sur 3 ans. Très bien. Et après, j'ai fait une formation privée avec Yves Psalty et Yvon Dallaire, donc au carrefour de la sexologie positive et de la psychologie positive au niveau du couple. D'accord. Et je me suis aussi formée en sexo-corporel, pareil, formation de 3 ans très intéressante qui donne vraiment sa juste place au corps, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les formations de sexologie. Enfin, voilà, il y a pu y avoir, ça peut paraître paradoxal, hein, mais il peut y avoir beaucoup de mental et de cognitif, ce qui aide, encore une fois, l'idée, c'est pas de dénigrer le mental, on a tous un mental, mais ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette formation en sexo-corporel, c'est que vraiment, on part du corps, quoi. Sans oublier le mental, mais on part du Ouais, ouais. corps. Donc, Voilà, voilà. Après, des conférences, des congrès par-ci, par-là, des lectures et l'expérimentation avec les patients, avec soi-même, des retraites aussi, hein, même si ce n'est pas des formations, mais de travailler sur soi. Ça apprend aussi tout à fait, oui, sur sa sexualité. parce que du coup, tu partages d'ailleurs en général sur tes réseaux, en plus, quand tu vas faire des retraites ou voilà, il y a des petits Oui, partages voilà, qui permettent aussi de voir un petit peu ce que tu as été exploré toi aussi, ce qui te permet effectivement, comme tu dis, même si c'est pas une formation, enfin, c'en est une en soi, même s'il n'y a pas une certification à la clé, mais c'est quelque chose que tu viens explorer finalement aussi. C'est un cheminement personnel qui te permet aussi d'apporter d'autres éléments à ta pratique finalement aussi. oui. Et de vivre les choses de l'intérieur, ça peut être le cas de le dire, mais c'est aussi une autre façon d'aider les personnes que Tout j'accompagne. à fait. Bah oui, tu sais, enfin, en tout cas,
ton point de vue à toi, tu sais de quoi tu parles aussi parce que tu l'as exploré et c'est, enfin, dans les autres émissions, c'est ce qu'on disait, c'est souvent quelque chose de personnel qu'on a vécu et qui permet aussi d'accompagner les personnes avec son propre vécu. Alors, ça ne veut pas dire que notre vécu est le même que les autres, mais il y a quand même ce côté de compréhension quand même aussi, d'avoir une meilleure compréhension puisqu'on l'a vécu, entre guillemets, soi-même. Oui, oui, et notamment pour les accompagnements que je propose aux femmes, j'ai bien l'idée moi-même enfin, ça fait plus sens pour moi d'explorer certaines pratiques que je propose pour les proposer Oui, ensuite. ouais, je comprends. Donc, c'est comme tu dis, après le vécu de chacune et de chacun est différent, hein, mais d'être passé vraiment par la matière, avoir incarné les pratiques, je trouve que c'est aidant aussi pour les présenter. Oui. Tout à fait, non, ouais, c'est hyper intéressant. Puis ce qui est chouette aussi, c'est que tu as des formations du coup, enfin, qui sont en continuité dans un lien, mais je veux dire avec, c'est très très riche et tu continues sans cesse de les faire évoluer justement ces pratiques et tes connaissances et ta pratique évoluent justement régulièrement entre guillemets sur ce sujet de prédilection qui te, comme tu dis, qui te nourrit et qui te plaît énormément et d'accompagner toutes les personnes. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi voilà tout ce que tu mets derrière en fait est hyper intéressant je trouve. Justement au niveau des consultations, comment ça se passe, est-ce qu'on peut venir enfin qui peut venir te consulter en gros, pour quel motif en général, ou est-ce que bon après tu nous en as parlé un petit peu donc c'est problématique et ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que je t'aurais pas posé comme question, mais c'est un peu l'idée voilà ouais, les motifs et qui peut venir, est-ce que à partir de quel âge, je sais pas, enfin voilà, Mm. si tu as des éléments. Oui, oui, tout à fait. Alors, à partir de quel âge je dirais, dès qu'on est en âge d'avoir une sexualité, hein, adolescent, adulte, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt une population Oui, adulte. Alors, adolescent, au cas par cas, c'est à discuter ensemble. Parfois, j'ai les parents au téléphone, mais je suis plutôt, voilà, je suis plutôt à l'aise avec une population quand même adulte. oui, Euh, mais il y a différents degrés de maturité. Donc, ça peut m'arriver de recevoir parfois des adolescents, mais plus de 16, oui, 17, 18. oui, donc oui, Voilà. plutôt proche de la majorité quand même, enfin voilà, ok. Voilà. Après, homme-femme, j'ai pas pour l'instant, enfin, j'ai très peu d'expérience avec les populations transgenres. J'ai eu un ou deux cas une fois de personnes qui sont venues et qui s'identifiaient pas. Il y a un homme, il y a une femme, mais voilà, j'ai peu d'expérience avec cette population-là, mais en tout cas, c'est ouvert C'est ouvert, ouais. aussi. Ok, ouais, c'est important ce que tu dis aussi, ouais, effectivement, quand on dit effectivement pour qui, pourquoi, ça englobe effectivement toute, voilà, il n'y a pas c'est pas fermé, c'est ouvert, même si tu en as eu peu, Non. voilà, c'est, Voilà. Et qui sont moins formés sur les spécificités que peuvent rencontrer ces personnes. très bien, ouais. Voilà, après, bah, c'est ouvert à, voilà, jusqu'à. J'ai des personnes, je crois que la personne la plus âgée que j'ai reçue, elle avait près de 90, je crois qu'elle avait 87 ou 88. D'accord, ah ouais, Euh, ouais. Ouais, parce enfin, on s'y attendrait pas forcément, effectivement. Après, c'est peut-être une autre forme aussi, peut-être de sexualité, ou comme tu disais, par rapport à des transitions ou des périodes de vie qui changent, etc. oui, oui, c'est sûr qu'il y a des changements bah, chez l'homme. C'est vrai qu'il y a l'aspect Oui, physiologique hein, de l'érection qui, avec l'âge, peut être moins là, mais ça peut quand même, voilà, ça peut durer quand même longtemps, mais il y a cet aspect physiologique, cet aspect physiologique qui rentre en compte, évidemment. Euh, c'est une sexualité, on peut dire, alors, je ne suis pas toujours fan des généralités, mais ça peut quand même oui, aider un petit peu. On dit qu'avec le temps, en tout cas si on prend les hommes et les femmes, que les femmes ont tendance à être plus émotionnelles dans la sexualité jeune et avec le temps d'aller plus vers la génitalité, en tout cas d'intégrer la génitalité dans leur sexualité plus qu'avant. oui. Et les hommes, c'est plutôt l'inverse, jeunes, très génitaux, j'insiste beaucoup ça, et avec, alors je ne sais pas si c'est un sens que je fais comme ça, bon, j'espère que vous comprendrez, mais en gros ça se croise, c'est-à-dire jeune, c'est plus génital chez les hommes, et avec le temps, Ça devient ça englobe un peu d'accord, émotionnel. ok. Donc, Ouais, comme tu disais, ouais, sans faire de généraliser, parce que ça va dépendre de chacun, mais grosso modo, c'est quelque chose qui tend vers et qui est quand même assez euh, mis en avant, entre guillemets, enfin, qu'on retrouve finalement euh, au niveau des âges, c'est ça oui, statistique. ok.
Mais après, je dirais que chacun a sa trajectoire personnelle et j'ai l'impression de ce que je vois, et puis quand je vois aussi pour moi, on a tous aussi des phases dans notre sexualité que, effectivement, on va pas avoir la même sexualité toute notre vie. C'est ça qui est fascinant finalement aussi. Hein. Tout à fait. Oui, c'est ce que je C'est disais, c'est finalement, il y a des périodes, et pas que après une grossesse, mais il y a aussi des périodes de vie où ça va se changer, se modifier sur peut-être le désir, enfin, il y a peut-être plein de choses qui peuvent apparaître ou qui peuvent oui, changer tout simplement, en fait. Oui, selon les rencontres aussi qu'on fait, hein, ça peut nous connecter à une facette de notre sexualité à laquelle on ne s'était pas connecté avant. Ouais. Oui, effectivement. Oui, donc oui, il y a tous ces paramètres aussi, effectivement, comme tu dis, qui sont intéressants. Et du coup, quand tu parlais tout à l'heure justement de problématiques, par exemple, quand les personnes viennent te consulter, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques ou parce que tout à l'heure tu parlais effectivement du trouble du désir ou est-ce qu'il y en a d'autres alors c'est pas forcément des pathologies, mais Des des, motifs ouais, de des motifs de consultation. consultation, tout à fait. Oui. Alors, quand je vois les personnes en couple, ce qui revient vraiment la majorité du temps, c'est effectivement les problématiques de Oui. désir. Euh, Généralement, il y a plus un manque au niveau des femmes, mais encore une fois, c'est Oui. variable. Statistiquement, c'est un peu plus les femmes qui sont touchées, mais on peut être aussi dans le cas inverse où Ça peut voilà, être l'homme aussi. voilà. En individuel aussi, hein, les troubles du désir peuvent revenir. Généralement, dans le sens d'un déficit de Oui. désir. J'ai quelques cas d'addiction sexuelle. C'est pas le plus répandu, en tout cas, auprès des personnes que je rencontre. C'est plus en termes de Oui. manque de désir. C'est plus intense parce que toi, tu constates que l'addiction, à proprement parler, oui. Oui, oui, oui. Le vaginisme peut revenir chez les femmes. Donc, vaginisme, c'est une contracture réflexe d'un muscle qui s'appelle le releveur de l'anus et qui fait que la pénétration vaginale est impossible parce qu'il y a une contracture réflexe donc, de ce muscle qui entoure le vagin. Et donc, ça, c'est aussi assez répandu. Okay. Peut-être après les troubles du désir, en tout cas dans la s'il y a un ordre, s'il y a un ordre, ouais. Ok. Voilà. Donc, désir en premier, motif numéro 1. Ok. D'ailleurs, je pense qu'on sera tous plus ou moins concernés par au moins une période où le désir sera moins au rendez-vous, ce qui est normal en soi. Et ce qui est gênant, c'est quand ça dure quand même sur plusieurs mois, voire années. Là, ça peut être un motif, effectivement, de se dire, tiens, ça serait peut-être bien que j'aille consulter. Si, comme tu dis, il y a une souffrance, parce que s'il n'y a pas de souffrance ni de l'un ni de l'autre, c'est pas une nécessité. Mais s'il y a une souffrance qui se met d'un côté ou de l'autre, ça peut être ça peut être intéressant de consulter, justement. Oui, tout à fait. Prendre les choses en charge assez tôt avant que ça s'installe trop dans la durée. Pour les hommes, troubles de l'éjaculation, dans le sens plutôt éjaculation prématurée, hein. Quoique il y a peut-être un peu avec ça fait 13-14 ans que j'exerce, j'ai l'impression que la proportion, alors c'est en proportion faible, mais qu'il y a peut-être un peu plus de personnes qui viennent pour des troubles de l'éjaculation retardée ou en éjaculation. Voilà, mais globalement, c'est quand même plus autour de l'éjaculation prématurée. Et troubles de l'érection. Je dirais que c'est à peu près moitié-moitié dans la répartition. Les hommes vont beaucoup consulter pour ça. Voilà, dans les motifs principaux. Après, il y a toujours des cas un petit peu isolés ou qui ne sont pas forcément très représentatifs. Qui sont quand même présents, qui sont quand même... Et je pense que c'est précieux justement qu'ils aient ces espaces-là, notamment des personnes qui peuvent avoir des paraphilies sur des domaines. Donc les paraphilies, c'est le fait d'avoir... Comment ? Je me demandais justement c'est quoi la paraphilie parce que... Oui, je dis ça comme si c'était... voilà, bien sûr, tout le monde connaît. Non. En fait, paraphilie, c'est le nouveau nom scientifique qu'on donne à la perversion sexuelle. D'accord. Je crois que l'idée, c'est que la perversion, il y avait un côté trop connoté moralement. On a remplacé ça par paraphilie. Et donc, la paraphilie, c'est le fait d'avoir une fixation d'excitation sur un stimulus en particulier. Donc, dans les paraphilies connues, on a par exemple le fétichisme, qui revient souvent, le voyeurisme, l'exhibitionnisme. Et donc, c'est plus ou moins poussé. Disons que la paraphilie va être d'autant plus gênante que la capacité de plaisir sexuel et d'excitation sexuelle sera uniquement liée
à ce stimulus en D'accord, oui, particulier. avec sur un élément uniquement et pas sur plusieurs. D'accord. Oui, donc généralement, les gens qui consultent, c'est soit parce que l'objet de la Oui, paraphilie est très gênant, euh, voilà, il y a de honte à cette idée-là, soit parce que il y a une difficulté, voire une incapacité à avoir d'excitation autrement qu'en contact de ce de ce stimulus. stimulus. D'accord, ok. Ouais, ça. Voilà. Par exemple, je sais pas si on, quelque chose qui me vient qui est assez, alors, pareil, c'est souvent les exemples qu'on donne, mais finalement, je crois que j'en ai rencontré dans ma patientèle, mais quelqu'un qui a un fétichisme au niveau de, je sais pas, de talons aiguilles, Oui, par exemple. Ça peut être gênant à un moment donné si pour s'exciter, il a forcément besoin que sa partenaire, voire son partenaire, mais mette des une paire talons, de ouais. talons aiguilles. Ouais. Voilà. Donc, il peut y avoir ça. J'ai eu aussi une fois le cas d'une personne qui avait un syndrome d'excitation permanente et elle était en grande souffrance par rapport à ça. Hein. C'est qu'elle elle avait une excitation sexuelle tout le temps, mais à tel point que c'était douloureux. Oui, Enfin, oui, physiologiquement, ça donnait, oui, même il y avait ça. en physique, oui, d'accord. Mais bon, c'est le seul cas que j'ai eu. Donc là, je t'ai donné avant vraiment les indications Oui, tout généralement à fait. Ouais, ouais, mais c'est que intéressant j'entends. effectivement parce que c'est vrai enfin, souvent les personnes avant d'en parler, enfin même tu vois, même avec des amis, etc. C'est souvent un sujet tabou malgré tout. Donc du coup, c'est que c'est intéressant aussi de le mettre en avant parce que personne peut se dire, mais moi c'est exactement ce qui se passe et en fait je peux consulter quelqu'un. C'est ça aussi l'idée de pas rester avec ses soucis, ses souffrances en fait tout seul et de pouvoir et le verbaliser comme tu disais, mais aussi trouver enfin pas des solutions comme tu disais tout à l'heure, mais faire avec, voilà, de trouver des alternatives peut-être pour diminuer peut-être les souffrances, améliorer peut-être certains aspects, etc. Enfin voilà, tout ce qui peut être autour de ça finalement aussi. Oui, et puis il y a un travail de lien aussi qui est fait, ça je tiens à le mentionner aussi, c'est-à-dire que les sexothérapeutes ou sexologues, alors j'ai hésité pour le terme sexologue ou sexothérapeute, en fait, la formation que j'ai faite, donc le diplôme interuniversitaire dans mon cas c'était sexualité humaine, en fait c'est un diplôme qui est le même, quelle que soit notre formation initiale, D'accord. hein, qui est accessible donc aux psychologues, kinés, sages-femmes, Oui, médecins. Euh, Sauf que ensuite le titre varie, c'est-à-dire qu'un médecin qui fait ça, il va avoir le titre de sexologue. Un psychologue, ou je crois même les paramédicaux, kinés, sages-femmes, vont avoir le titre de DU de sexualité humaine. d'accord. Et il n'y a pas de réglementation autour du terme de Effectivement, sexologue, même moi, pour mais noter, j'avais noté sexologue et j'ai marqué sexologue, sexothérapeute. Et après, je me suis dit, mince, en fait, c'est après quand voilà, je me suis dit, mince, et d'ailleurs, c'était une de mes questions. Quelle est la différence, ouais. effectivement, entre un sexologue et une sexothérapeute? Euh, donc, ouais, donc, Mais oui, c'est une bonne question, parce que même moi, parfois, je me la pose. Et voilà, si on veut être dans les clous, il faudrait, normalement, c'est réservé qu'aux médecins, mais c'est pas oui, réglementé. Mais c'est, voilà, culturellement, en tout cas, c'est comme ça. Mais sinon, c'est le. Voilà, moi, parfois, je dis que je suis sexologue parce que j'ai cette formation en tout sexologie à avec le Tout DU. à fait. Oui, 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 il y a des flous artistiques dans des. Mais pareil, moi, pour les diététiciens nutritionnistes, tu vois, normalement, avant, le nutritionniste, c'était le médecin Ouais. nutritionniste et les diététiciennes, c'était le paramédical. Et du coup, aujourd'hui, les diététiciennes peuvent s'appeler diététiciens nutritionnistes et je trouve que ça a perdu encore plus les gens. C'est-à-dire que déjà, c'était compliqué avant, mais alors aujourd'hui qu'on a le même. Alors qu'on n'a pas les mêmes diplômes, on n'a pas les mêmes spécificités. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y en a un qui peut prescrire, qui peut faire aussi des prescriptions de bilan, etc. Et pour les diététiciens, tu peux pas. Donc, je pense que c'est pareil pour toi, ça, tu peux pas prescrire de traitement. Mais du coup, voilà, c'est une autre partie de cette spécialité, entre guillemets. C'est pas, vous allez pas l'aborder de la même façon, je suppose. C'est ça finalement plus que la différence sexologue-sexothérapeute. Après, ce que j'aime bien dans la notion de sexothérapeute, c'est qu'il y a la notion de Oui, thérapie. On pourrait se dire sexologue, c'est plus vaste parce que ça peut être de oui, l'information tout et à fait. pas que de la thérapie ou de l'exploration. Bon, après, c'est des mots, mais le plus important, je dirais, peut-être pour aider à faire son choix aussi du sexologue ou du sexothérapeute, c'est quel aspect on a envie de creuser. Et en sachant en même temps, et c'est là que je voulais en venir, que on est formé aussi pour faire du lien avec d'autres professionnels. C'est-à-dire que moi, si par ce que j'observe de ce que la personne me livre de son fonctionnement sexuel, je sens qu'il pourrait y avoir besoin d'une exploration médicale, Oui, je vais l'orienter vers un médecin. Et pareil, un médecin sexologue qui verrait qu'il faudrait creuser au niveau psychologique, pourrait envoyer la personne vers un sexologue, sexothérapeute, psychologue. d'accord. Donc, ce qui va vraiment déterminer
les spécificités des approches de chaque sexologue, ça va être la formation initiale. D'accord. Ouais, donc ça c'est intéressant effectivement parce que je me suis posé vraiment cette question. Du coup, moi aussi quand je le notais, je me disais mais du coup est-ce qu'il y a... je savais pas qu'il y avait effectivement des différences alors qu'en plus je sais qu'il y a des sexologues médecins, mais bref, je savais plus où était aussi le curseur entre guillemets. Est-ce que c'était la même chose? Pas tout à fait. Est-ce que voilà. Donc c'est important, ouais, c'est intéressant aussi de savoir. Tous ces éléments-là. Donc du coup, effectivement, là dans les motifs de consultation, effectivement, comme tu disais, ça peut être vraiment divers et varié autour de la sexualité, avec ou sans problème. Ce que tu disais finalement, c'est qu'on peut avoir des problématiques de souffrance, de douleur, enfin voilà, associées aussi avec des douleurs et de souffrance même psychologique en lien avec sa sexualité ou pas, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre rendez-vous parce que on a envie que ce soit encore mieux ou comme tu le disais, explorer aussi d'autres explorer sa propre sexualité ou en couple, etc. Enfin voilà, ça c'est important aussi ce que tu expliquais. Je refais un petit point du coup pour ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser vos questions à Hélène. D'ailleurs, on en a eu une tout à l'heure. Il y en a d'autres à venir. On en a eu quelques-unes avec les petites questions sur les stories. Et donc du coup, ouais, donc ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que comme tu dis, c'est souvent on attend d'avoir c'est un peu comme pour aller chez le docteur, on attend d'avoir des problèmes, d'être malade pour venir. Et en fait, c'est quand même comme dans tout, finalement, c'est bien aussi d'y aller en préventif, comme tu le disais, de consulter en fait avant qu'il y ait des soucis, parce que comme tu dis, comme il y a on sait d'ores et déjà qu'il y a des phases de changement au niveau de la sexualité, chacun en plus, et pas forcément comme tu disais en plus au même moment, puisque comme tu disais avec les femmes qui sont plus dans l'émotionnel, plus dans le génital, et les hommes où c'est voilà, ça se croise finalement. Donc je sais même plus dans quel sens, mais donc du coup, ça peut être intéressant aussi de voir justement pour ce que tu disais aussi, la synchronicité du désir, etc., toutes ces choses-là, ça peut être aussi un moment d'exploration aussi, peut-être, alors je sais pas si je me trompe, hein, tu me dis, d'exploration aussi, enfin c'est pas que psychologique, mais de communication finalement aussi en couple. Ça peut être un moment d'échange et de connexion et de partage finalement qui permettent en plus d'améliorer certainement la sexualité aussi, ou est-ce que, enfin voilà. Tu veux dire communiquer sur la sexualité ou l'aspect la plus thérapie de couple au service Là, de la sexualité? même par exemple, je sais pas moi, un couple qui vient te consulter et qui alors problématique ou pas, peut-être avec un petit manque de désir ou tu vois quelque chose de peut-être qui revient assez souvent, tu vois, c'est des choses que en tout cas moi, tu vois, j'entends, c'est pas mon domaine, hein, mais c'est des choses qui reviennent. Du coup, vous parlez sexualité, mais ça peut être aussi un moment de connexion, de partage et sur d'autres aspects même que la sexualité, peut-être qui permet de reconnecter la sexualité. Enfin, je sais pas si c'était peut-être pas très clairement. Oui. Alors, moi, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser au fait que moi, je suis venue à la thérapie de couple par la sexologie finalement. Je me suis formée en sexologie et très vite, je me suis rendu compte en rencontrant des couples que l'aspect couple au sens large aussi était intéressant. La sexualité s'inscrit dans un ensemble en fait et effectivement, les problèmes sexuels aussi peuvent dériver de problèmes de couple plus globaux et notamment toute la communication. Donc oui, on va aussi être amené à parler d'aspects de connexion de couple au-delà de la sexualité. Donc, je ne saurais pas dire si c'est inclus dans la fonction de sexothérapeute ou si c'est l'aspect thérapeute de couple, mais je pense qu'on est un sexologue qui est toujours un petit peu au moins un thérapeute de couple. Dans le couple, c'est peut-être pas totalement le cas, mais en tout cas, on est amené, dans ces deux spécialités, on est amené à parler et connexion, communication de couple au sens large et sexualité. Et c'est juste que peut-être l'un va plus creuser, le thérapeute de couple va plus creuser ces aspects communication, connexion, valeurs communes, et le sexothérapeute va plus l'aspect directement sexuel. Très bien, parce que c'est intéressant aussi de savoir justement quelle est... parce que est-ce que justement tu as différentes casquettes ou est-ce que tu peux, par exemple, avoir un couple et finalement dire tiens là, ça serait quand même bien qu'on ait une séance sur vraiment de sexo pur, entre guillemets, avec, voilà, où tu peux passer d'un pont à l'autre ou pas forcément, enfin comment ça se met en place justement? Je vais te faire une réponse de Normande. Je vais dire oui et non. C'est-à-dire que c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, je reçois un couple et on sent ensemble que plus aller se focaliser sur le fonctionnement sexuel de l'un, ou psychologique d'ailleurs, hein, ça peut être aussi une prise en charge psychologique. On sent que ça pourrait faire évoluer le couple et la sexualité du couple plus facilement. C'est quelque chose que je peux proposer. Ça dépend vraiment de l'alliance du couple ensemble.
à quel point ils s'entendent bien, ils communiquent bien, et de l'alliance aussi du couple avec moi, parce qu'il va y avoir des enjeux. C'est-à-dire que moi, si je vois en individuel une des personnes du couple et que je vois le couple en même temps, si l'alliance n'est pas bonne, il peut y avoir des projections qui sont faites. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle lui dit en thérapie individuelle? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas. Avant, j'avais tendance à le faire peut-être plus systématiquement. Et avec le temps, vraiment, je prends le temps d'évaluer le pour et le contre de poursuivre avec moi. Le côté intéressant, c'est que j'ai une connaissance du coup des deux, de la personne en individuel et du couple. Donc, ça peut être un plus. Et l'inconvénient, ça peut être ça, ces enjeux de projection. Donc, au cas par cas, on décide ensemble de est-ce que parfois je peux renvoyer Oui, ce que tu vers disais un tout à collègue l'heure, ou tu une peux le collègue. renvoyer chez, voilà, ce que tu disais, le lien aussi avec, s'il y a besoin avec un sexologue médecin ou alors avec, voilà, suivant les besoins, en fait, tu peux adapter Thérapeute. ton thérapeute, Ouais. effectivement. Ouais, oui, je comprends tout à fait. Effectivement, comme tu dis, il y a vraiment déjà le consentement, il y a le fait qu'il soit d'accord ou non, il y a le fait que ce soit cohérent et, euh, et, et juste, entre guillemets, pour chacun finalement aussi, que vous trouviez chacun votre place, que soit tu fais partie malgré tout du trio. Voilà, ça se gère dans voilà, pour chacun, en fait, qu'il n'y en ait pas un qui se sente lésé par rapport à l'autre ou que ça crée des dysfonctionnements derrière. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi parce qu'il y a aussi cet aspect de jauger si c'est judicieux ou non. Et dans ces cas-là, tu adaptes en fonction de la situation finalement et du couple et des demandes. Tout à fait. Puis le fait de poser les choses avant, ça peut aider aussi. Je pense notamment au cas où il y a le secret professionnel au sein de la thérapie de couple et Oui, individuelle. Donc, si je vois et le couple et la personne en individuel, si la personne que je vois en individuel, il y a le secret professionnel dans ce cadre-là. Donc, il faut que l'autre personne soit OK, que peut-être il y a des choses qui vont rester juste dans le cadre de l'individuel. Et il faut aussi que moi, je me sente à l'aise avec cette idée-là. Parce qu'il y a quelque chose, quand c'est posé, moi, je suis tout à fait OK avec le fait de pouvoir regarder, il y a un cadre où c'est l'espace de l'un et dans le couple, c'est l'espace du couple, donc on ne parle pas de ça. Je sais que certains thérapeutes ne sont pas forcément à l'aise avec ça, donc je pense qu'il faut c'est à chaque thérapeute de voir aussi. mais c'est limite, ses propres Voilà. limites. Est-ce qu'il est OK, là où il est OK de faire ça ou pas? Et dans ces cas-là, vaut mieux pas le faire si on n'est pas OK. Enfin, voilà ce que tu disais, quoi. C'est véritable. Enfin, ouais, c'est vraiment propre à chacun dans sa façon de professer, de se dire là, c'est OK. Si le cadre est posé, c'est OK pour moi. Et si par contre, même avec un cadre, je me sens pas à l'aise, peut-être que c'est pas une solution en soi. C'est pas peut-être le vaut mieux orienter ou s'adapter. Mais comme tu dis, propre à c'est vraiment propre à chacun. Chaque thérapeute Ouais. et puis chaque Et client ou patient. Alors, je vais alternativement parler de client et patient, parce que comme Julien, voilà, en tant que psychologue, dans les études, on tout parle à fait. beaucoup de patients. Et puis, voilà, et notamment à l'hôpital, parce que culturellement, les psychologues souvent travaillaient au départ à l'hôpital. Et le client, il y a toujours ce débat un peu, le client, c'est celui qui vraiment est responsable de son soin, là où le patient serait plus passif. Donc voilà, si vous m'entendez parfois parler de patient et client, Ça ouais, c'est non, mais normal. c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, enfin, tu vois, pour te faire le parallèle, le diététicienne, pareil, moi, je parlais de patients et aujourd'hui, avec les accompagnements, le coaching, etc., on parle de clients. Au début, ça me choquait d'ailleurs ce mot de client. En fait, comme tu dis, c'est ça qui est intéressant, c'est pas de voir client dans le sens, c'est pas un côté business ou financier qui est vachement mis en avant, alors que c'est pas du tout ça. Et je trouve justement intéressant le client qui est responsable aussi de sa propre évolution et voilà, donc je te rejoins complètement. Moi aussi, des fois, je fais encore le lien entre les deux. Donc ça me parle complètement. Mais c'est bien que tu l'expliques effectivement, pas que les gens se disent quoi un client, mais voilà, non, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens effectivement que la personne est actrice effectivement de son évolution et de son cheminement. Donc ça c'est génial. Et donc tu disais donc par rapport à la prise en charge, combien à peu près il faut de séances ou est-ce que tu fais justement, on va en venir avec l'offre, mais comment ça marche justement? Est-ce que c'est sur une séance, plusieurs séances? Est-ce que bon après je me doute que ça dépend de la problématique, mais ou de la demande tout du moins. Mais comment ça se passe? Comment en général est-ce que tu peux retrouver? Oui. Alors, il y a toujours une prise de contact, donc le premier rendez-vous donc, qui est payant, mais je veux dire, il n'y a pas d'engagement dans le sens où on peut se rencontrer une première fois, on voit comment ça passe, parce qu'il y a dans toute thérapie, et notamment dans la sexothérapie, l'alliance est très importante.
Il faut sentir, et mutuellement d'ailleurs, il faut que la personne qui vient me voir se sente à l'aise et que moi je me sente à l'aise, en capacité d'aider la personne. Donc, il y a vraiment ce premier rendez-vous sans engagement dans la durée, qui permet vraiment de sentir les choses. Très bien. Et alors, pour l'instant, je fonctionne comme ça aussi. Si on est dans des séances individuelles, il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire il n'y a pas de package 10 séances, 20 séances ou rien. C'est toujours, il y a un engagement renouvelé finalement à chaque fois, dans le cadre des consultations individuelles. Après, dans certains cas, ça fait sens quand même qu'il y ait une régularité, notamment quand je travaille avec l'intégration du cycle de vie. Donc là, je reprends ma casquette psy, mais que j'utilise beaucoup finalement en sexothérapie. C'est que quand on a des difficultés avec sa sexualité ou qu'on veut explorer sa sexualité, ça peut être intéressant de digérer des traumas du passé ou des événements marquants du passé. Et moi, j'utilise pour ça une approche thérapeutique qui s'appelle l'ICV, où il y a quand même besoin de séances régulières avec peu d'espace-temps pour qu'il y ait une efficacité. Après, pour l'instant, ça ne m'a pas semblé faire sens de prévoir un engagement comme ça, un nombre de séances, mais j'informe les personnes pour qu'il y ait plus d'efficacité, c'est bien qu'on se voit régulièrement. Bien. D'accord, très bien. Donc ça, c'est dans le cadre des consultations individuelles. Après, comme j'en parlais au début, j'ai aussi créé un accompagnement autour de l'épanouissement sexuel et psychologique qui s'appelle Sublimons nos vies. Et donc là, c'est un accompagnement. Alors, il y a plusieurs éditions. Hein. Là, la première édition vient de se terminer. Et la prochaine édition, alors, il y a à la fois un fil directeur et ça me tenait à cœur de garder une flexibilité. Le point commun sera des séances de groupe 1 à 2 fois par an. À voir. 1 à 2 fois par an. Ce que j'allais dire, c'est pas. Ok. Là, c'est quelque chose de costaud, une immersion. Non, c'est 1 à 2 fois par mois. Et donc là, l'idée, c'est d'aller vraiment explorer la sexualité et le psychologique. Donc, ça rejoint aussi quelque chose dont je voulais parler aussi. C'est que la sexualité peut être au service aussi de l'épanouissement de vie et au service d'un épanouissement psychologique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment intégré ces deux aspects-là dans cet accompagnement. Au départ, je pensais à l'idée de les dissocier comme j'ai fait l'année dernière, mais là, je suis vraiment plutôt partie sur l'idée de faire un accompagnement global. Parce que plus j'avance, et pour moi, et dans l'accompagnement des personnes que je suis, vraiment le fait d'être en connexion avec sa sexualité, avec son féminin sexué, j'ai envie de dire, ça crée vraiment aussi des choses au niveau psychologique, au niveau de l'épanouissement. Donc ça faisait sens. C'est un package c'est un duo qui fonctionne très très bien et qui, voilà, toi tu trouves tous les intérêts. L'un sans l'autre, il manque quelque chose certainement. Et tous les deux ensemble, ça fait une symbiose. Enfin, il y a... Oui. Tout à fait. Donc voilà. Donc là, donc sur ce format d'accompagnement, il y a un engagement qui sera un engagement sur 9 mois à 12 mois. Là, je ne vais pas encore statuer, mais ce sera de cet ordre-là, 9 à 12 mois. Donc un engagement, parce que là, il y aura vraiment une cohérence dans le programme, même si c'est quelque chose qui va rester quand même assez flexible, il y aura quand même ce fil directeur-là. Et puis, l'idée de créer aussi un groupe cocon dans lequel chacune puisse s'exprimer aussi. Donc, je parlais de l'expressivité au début. Ça peut être aussi très thérapeutique, hein, l'expressivité. Il y a plein de choses qui peuvent être thérapeutiques. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de vraiment regrouper différentes facettes dans cet accompagnement. Parce que déjà, simplement déposer les choses, s'exprimer, ça peut être très thérapeutique. Mais il peut y avoir aussi besoin de creuser certaines choses en thérapie et juste verbaliser, ça ne suffit pas. Il peut aussi y avoir l'expressivité corporelle ou artistique pour exprimer tout ce qui n'arrive pas à s'exprimer par des mots, ou en tout cas par les mots du mental, hein, parce que si je prends par exemple l'exemple de l'écriture intuitive, c'est des mots, mais l'idée, c'est pas de sortir un discours structuré, donc c'est vraiment l'intuition, quelque chose qui émane de soi qui s'exprime. Quelque chose qui vient comme ça, qui vient spontanément et qui est pas même réfléchi ou qui est pas, comme tu dis, pas structuré ni rien. C'est vraiment ce qui vient, ce qui sort, quoi. Finalement, c'est ce qui a besoin de sortir. Oui, dans une connexion au corps. Donc c'est des mots, mais vraiment dans cette connexion au corps. Donc voilà, c'est cet accompagnement que je propose, donc, qui regroupe, si on parle des piliers, donc il y a le pilier sexualité, le pilier psychologie, le pilier méditation, hein, qui imprègne beaucoup mes
y a mes accompagnements hein, que je pratique moi personnellement et que j'aime beaucoup transmettre. Et puis le pilier expressivité. Alors au départ, j'hésitais entre le mot créativité, expressivité. Expressivité, je trouve que ça englobe parce qu'il y a ce côté vraiment à la fois s'exprimer par les mots, comme je te disais, et puis s'exprimer par des médias artistiques, mais comment dire c'est vraiment une expressivité intuitive en fait. Donc, voilà, méditation, expressivité, sexualité et psychologie. Et donc, ça, c'est effectivement sur 9 mois à 12 mois, donc avec un engagement. Et des contenus aussi à consulter en autonomie. D'accord, oui. Il y a la possibilité aussi de rejoindre le programme en autonomie, mais c'est vrai que j'encourage quand même les femmes. Oui, je précise parce que pour l'instant, c'est un accompagnement pour les femmes. À voir si je fais une version homme. Voilà, pour l'instant, c'est juste pour les femmes parce qu'il y avait une demande quand même plus à ce niveau-là, de se retrouver entre femmes, en tout cas dans un premier temps, pour évoquer ces sujets-là. Et voilà. Donc pour les personnes qui auraient un petit peu peur de l'aspect groupe, il y a la possibilité de faire le programme en autonomie, mais quand même, je vous inviterai à tenter l'expérience. Puis il y a des bénéfices en groupe, il y a une émulation, il y a une mouvance, il y a un truc qui se passe en plus dans le partage, d'autant plus qu'on retrouve pas en individuel quand même. Enfin, il y a le côté individuel qui est intéressant, et le côté de groupe a ce côté porteur aussi hein, Oui. Oui, là on a fini la première édition de Sublimons nos vies et effectivement il y a des belles connexions dans l'instant, c'est pas forcément. Alors peut-être, hein, je pense qu'il y a des liens forts qui sont créés, peut-être même qu'il y a des personnes qui vont continuer à se voir, mais c'est pas le but premier. Ça peut être un effet secondaire positif, mais il y a vraiment cette idée de aussi bénéficier de l'expérience des autres femmes. Et même moi, donc là, ma posture est un petit peu différente dans ces accompagnements, parce que je suis à la fois la thérapeute, mais je suis au cœur du processus. Donc c'est une posture encore différente. Et moi aussi, j'ai beaucoup appris en même temps que les accompagner là-dedans. Et même si on est toutes différentes et avec des expériences différentes, on peut se nourrir chacune des expériences de l'autre. Il y a vraiment un effet, je suis bluffée de cet effet groupe-là, de comment ça peut nourrir. Oui, on a toutes quelque chose à apporter finalement. Et vraiment, ça fait du bien d'être dans un espace de bienveillance, vraiment, où on peut se sentir de parler de tout sans être jugé. C'est hyper important. Je pense que c'est la base vraiment mais voilà, en sexualité encore plus, j'aurais envie de dire, mais enfin voilà, dans plein de domaines, mais la sexualité encore plus, effectivement, de cette bienveillance, du non-jugement, c'est vraiment d'accueillir les gens tels qu'ils sont, en fait, sans fioriture, dans l'authenticité finalement aussi de ce qui se passe. Oui. Ouais. Voilà, donc si vous voulez des informations là-dessus, il y a mon Linktree, donc en biographie, vous trouvez sur Instagram, vous trouvez le lien vers la page dédiée à mon accompagnement sur mon site. Il faut que les principales infos sont à jour, mais je crois qu'on est toujours en évolution de toute façon sur nos œuvres, mais oui, complètement. Donc ça peut évoluer et du coup, mais au moins on peut retrouver effectivement toutes les infos sur ton Linktree sur Instagram. Ça c'est hyper intéressant. Et du coup, alors on a une question de Solène, je te la pose tout de suite. Solène, j'arrive en cours de route, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais je me demandais si une sexologue ne s'adresse qu'au couple. Si on est célibataire, peut-on s'adresser à une sexologue ou dans... Ah non, ça a coupé Solène, j'ai ou dans et j'ai QE et j'ai plus rien derrière. Oui, moi non plus. Oui. Mais en tout cas, pour la première partie, merci déjà pour ta question, Solène. Effectivement, on l'a abordé un petit peu au début, mais tout à fait, c'est ouvert aussi aux célibataires. Hein. Pas besoin d'être en couple pour consulter. Donc, vraiment, voilà, n'importe quelle personne en couple ou célibataire peut consulter. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement on l'a dit, mais c'était peut-être pas hyper clair non plus. Donc je me dis, oui, cette notion, on est passé de l'un à l'autre, effectivement, et là ça permet de reposer aussi les choses pour les Ah, et elle dit dans quel cas? Ah oui, merci Solène. La deuxième partie. Et dans quel cas? C'est ça. Dans quel cas peut-on s'adresser à un sexologue? C'est ça que tu voulais dire, Solène, j'imagine. C'était sur la fin. Si un célibataire en fait peu, et si oui, en gros, dans quel cas? Je suppose que c'est dans... Enfin,
Ah oui, pour le célibataire, la personne célibataire. Oui. Alors, ça peut être pour une problématique vraiment, on pourrait dire pathologique ou quelque chose au niveau du, du désir, un désir sexuel pas assez suffisant, un trouble de l'excitation sexuelle. Et d'ailleurs, oui, merci Solène pour ta question, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié un motif de constellation qui revient souvent, c'est quand même les troubles de l'orgasme. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça revient souvent. Peut-être légèrement, presque en concurrence avec les troubles du désir. Mais donc voilà, ça peut être ça, difficulté à atteindre l'orgasme, même seul, hein, ou en couple. Ça peut être une personne qui consulte, qui est célibataire, qui a eu des problèmes pour accéder à l'orgasme en étant en couple par le passé. Voilà. Dyspareunie. Dyspareunie, c'est les douleurs sexuelles, douleurs voilà, au niveau des organes génitaux. Vaginisme, toutes les mêmes indications finalement qu'une personne qui pourrait être en couple. Est-ce que Solène dit, si tu as des célibataires, quels sont les cas que tu as pu traiter par exemple avec des... Du coup, tu y as répondu, je pense là, avec Enfin, est-ce que ça te va Solène ou est-ce que tu veux d'autres exemples de ce que vient de citer Hélène juste avant, justement, avant que je pose la question, ou finalement tu y as peut-être répondu, en cas de douleur pendant les rapports, c'est ça ce que tu disais, des troubles de l'orgasme aussi, c'est-à-dire que la personne est célibataire mais dans ses précédents couples, elle n'a pas forcément atteint l'orgasme ou ouais, super. Oui, Solène dit merci pour ces précisions, c'est super intéressant et rassurant aussi en fait. Merci beaucoup. Merci Solène à toi pour ta question. Merci Solène. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, du coup, c'est cool parce que ça a permis effectivement, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure parce que ça venait en premier, puis du coup, grâce à Solène, ça permet d'y penser, d'en parler. Donc c'est cool. Et effectivement, ouais, que ce soit, ça remet du sens aussi, ouais, dans le côté aussi, quand on est célibataire, on peut aussi avoir des troubles, soit vécus par le passé, soit comme tu dis, seul aussi. Donc ça peut être aussi des vecteurs de consultation. Donc ça, c'est hyper intéressant. En général, oui. Oui, moi j'allais rajouter aussi une pratique autour de l'image de soi, l'image corporelle. C'est au sens large, mais ça vient quand même souvent impacter la sexualité. Donc ça peut rentrer, c'est au carrefour du psychologique, du sexuel, hein, mais voilà, il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à se laisser aller à un acte sexuel avec une autre personne par peut-être manque d'amour de soi ou peur d'être jugé dans son image corporelle. Ouais, tout à fait. Moi, tu vois, c'est des thématiques qui reviennent dans l'accompagnement que j'ai aussi, le fait de se dire je me trouve pas désirable physiquement, donc je ne comprends pas que l'autre puisse me désirer, donc en fait ça coupe ça revient ça peut revenir assez souvent. Ouais. De projeter en fait son propre regard alors que l'autre n'a absolument aucun reproche ou aucune critique, tu vois, voilà. Et en se disant c'est pas possible qu'il m'aime ou qu'il puisse, alors que moi-même je pourrais pas, en fait je pourrais pas être avec moi, enfin avoir une relation avec moi. Donc du coup il y a ce côté-là aussi hein, de miroir. Je sais pas si c'est. Oui, ça peut être très profondément ancré, hein, effectivement. Je vois ça en constellation, hein, notamment des couples alors, c'est assez genré malheureusement, hein, ça touche quand même plus les femmes. Voilà, où j'ai des femmes qui se trouvent pas assez belles ou pas assez ceci, pas assez cela. Et bien souvent, il y a le compagnon même qui trouve sa femme désirable et qui lui dit, mais c'est tellement ancré que ce n'est pas entendu ou pas vraiment reçu pour ce que c'est. Donc, ça peut être assez profond. C'est bon de faire plaisir, mais c'est pas, il le pense pas, c'est pas possible parce que moi, en étant objectif, je le pense pas, donc il peut pas le penser. Il y a vraiment, c'est vraiment intégré dans l'inconscient. Mais oui. Conscient. Oui. Donc c'est pour ça que dans l'accompagnement que je propose, Supplément nos vies, le premier module en autonomie, c'est vraiment autour de l'amour de soi. Parce que si on s'aime profondément et ça inclut l'amour de son corps, on va pouvoir rentrer bien évidemment plus facilement en relation avec l'autre. Et à la limite, si l'autre ne trouve pas désirable, on va se dire qu'est-ce qu'il ou elle a, lui, et ça va pas remettre en question notre perception. Ouais, c'est hyper intéressant. Et Solène, Solène dit trop bien la précision de l'image corporelle, je savais pas, c'est super intéressant. Ouais, avec un cœur. Merci Solène. Super, merci Solène. Oui, et puis c'est l'occasion aussi de rappeler, je pense que ça va te parler aussi, Émilie, quand je vois parfois ce que tu postes sur tes stories, hein, mais que pour avoir une sexualité épanouie, il n'y a pas besoin d'être dans les normes de ce qu'on voit sur les réseaux, les normes de minceur ou d'un certain type de morphologie. Et ça, même si on le sait,
c'est que ça influence quand même beaucoup, hein, Complètement. Cette espèce de l'impression que fausse voilà. norme qui n'en est pas. Il n'y a pas de norme en fait. Et si, genre, si on rentre pas dans un espèce de critère un peu au niveau, je sais pas, enfin, ce qu'on imagine être la norme sociale, du coup, forcément, on n'est pas désirable, on n'est pas, enfin, ouais, pour X raisons, hein, que ce soit effectivement avec un corps trop maigre pour certains ou certaines, un corps trop gros pour certains et certaines. Enfin voilà, ça va varier suivant chacun et chaque complexe en plus parce que les complexes rentrent beaucoup en jeu aussi là-dedans, c'est-à-dire avec une focalisation sur des parties du corps ou des choses comme ça et du coup qui peuvent effectivement devenir complètement obsessionnelles et dans la vie de tous les jours mais dans la sexualité aussi donc effectivement avec un jugement personnel qui est tellement dur qu'on a aussi voilà enfin on a cette impression que c'est un jugement général qui est remis dans un jugement personnel de soi à soi qui est hyper dur en fait qui est hyper où on est on peut être très jugeant avec soi-même en fait hein, finalement. Ah oui, oui. Et des fois, Ça peut être impitoyable. puis des fois, ça peut être même relayé par d'autres personnes, des critiques qu'on a reçues, des insultes que des gens reçoivent. Et du coup, on se voit à travers les yeux des autres finalement. Et alors qu'on n'avait peut-être pas de problématique avec son corps ou avec, ou comme tu dis, avec d'autres particularités. Sans parler de grosseur ou de minceur ou de normalité, parce qu'il n'y a pas vraiment de normalité, mais de ne pas être dans un pseudo-standard de beauté, de X choses. Et du coup, il suffit qu'il y ait eu voilà, insulte ou critique ou reproche, et ça peut devenir le lieu de focalisation ou d'obsession aussi. Tout à fait. Et donc ça, c'est un travail alors qui peut être, enfin, encore une fois, c'est un travail généralement en profondeur, hein. Ça peut être aller réparer des traumas en psychothérapie, Tout à fait. par exemple avec l'ICV, hein, donc la méthode dont je t'ai parlé, mais il y a d'autres, bien sûr, d'autres approches, hein, notamment le MDR, qui permettent de travailler avec les traumas et cultiver l'amour de soi, j'ai envie de dire, Oui. quotidiennement aussi, et notamment par le toucher, apprendre à, c'est tout simple, mais en même temps, ça peut être très, très confrontant aussi, mais en le faisant de façon répétée, ça peut vraiment venir guérir cette part blessée en soi, hein, de venir se toucher avec un toucher bienveillant, euh, même avoir comme ça une sorte de mantra, se dire je me donne de l'amour, je donne l'amour à mon corps. Ça peut vraiment aider aussi de recontacter par le toucher, parce que l'aspect visuel peut peut-être plus nous influencer hein, quand on est vraiment dans le contact physique. Ça peut aider. Hein. Déjà, il y a cette notion de Oui. prendre soin. Et notre cerveau et notre corps assimile, si on prend soin de quelque chose, d'un aspect, ben, l'amour vient avec ça. Tout à fait. Si on ne touche pas son corps, qu'on n'en prend pas soin, ben, notre cerveau va intégrer que notre corps il n'a pas beaucoup de valeur. Complètement. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis avec le toucher, effectivement, avec auditif, visuel, mais il y a le kinesthésique qui est hyper important et le fait de, comme tu dis, même de se faire un autocâlin, des choses toutes simples en fait, hein, et ça permet effectivement déjà de se donner de l'amour, en fait, de se donner du temps, de l'amour, enfin voilà, de tout ce qui va avec, et c'est hyper. Et c'est hyper intéressant parce que comme tu dis, en plus, il n'y a pas l'aspect visuel qui rentre en ligne de compte parce que tu peux le faire avec les yeux fermés. Tu peux, enfin voilà, tu peux être juste dans de toi à toi, en fait, d'un contact, ouais, un partage de soi à soi finalement aussi. Et oui, tout à fait. Après, ça peut être aussi, moi je propose ça aussi dans des exercices que je vis, mais de penser d'avoir de la gratitude pour tout ce que nous permet de faire notre corps. Ouais, moi, je te rejoins totalement. C'est ce que je demande justement à mes clients aussi de dire qu'est-ce qui t'a apporté et pourquoi tu peux le remercier parce que finalement il a apporté beaucoup beaucoup de choses et on est tellement dans ce qu'il n'a pas apporté ou ce qu'il veut pas faire que du coup on n'est plus dans ce qu'il nous a apporté depuis tout ce temps. Donc c'est hyper important la gratitude effectivement de par rapport à ce qu'apporte le corps et ce qu'est le corps aussi. Voilà, des fois, les marques, c'est aussi des choses qu'on a vécues, qui peuvent être de belles choses et qui a marqué le corps, certes, mais pour de bonnes raisons, entre guillemets. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Je pensais au rite d'expressivité, notamment. Je pensais à une amie comme ça qui dit j'ai des rides. C'est aussi beau, finalement. C'est l'expressivité, c'est les sourires, c'est tout, toutes les expressions, toutes les émotions. Exactement. Oui, parce que souvent, les rides, elles sont plus, les rides, en tout cas du sourire, elles sont plus marquées et celles de vision, on fait la tête, etc. On va plutôt lisser. Mais du coup, donc les rides, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup rigolé. Ça peut être aussi des bonnes expressions finalement aussi des bonnes empreintes et des bonnes marques. Du coup, Solène, elle pose une question que j'allais te poser. Pour l'accompagnement, est-ce que c'est en présentiel ou en visio?
pour la, que ce soit d'ailleurs pour C'est- Sublimons nos vies, enfin voilà, pour tous tes accompagnements, c'est plutôt comment tu fonctionnes. Alors, pour les consultations individuelles, c'est en présentiel et en visio, enfin, ou en visio. C'est-à-dire, vous pouvez venir à Marie-Marly me consulter en présentiel, mais vous pouvez aussi me consulter en visio via Zoom, Skype, Super. Et, éventuellement et une autre WhatsApp. question qui me vient du coup, c'est combien de temps dure une séance justement? C'est pour que les gens se rendent compte tu sais, du Oui, temps à allouer entre guillemets. oui. Alors, 45 minutes. Généralement, la première séance, je prends un petit peu plus. Oui, Où il y a des rares cas où voilà, 45 minutes, ça suffit, mais la première séance, il faut peut-être prévoir un petit peu plus large, entre 45 minutes et ouais, une très bien. heure. Et sinon, généralement, les séances habituelles durent Oui, 45 minutes. Quand c'est en couple, ça dure une heure, en oui, revanche. Et il peut y avoir, c'est assez rare, mais parfois il peut y avoir besoin de faire des séances doubles, en tout cas faire une séance un peu plus longue. Pour certains protocoles en ICV oui, notamment, on veut aller vraiment réparer des blessures d'attachement, où ça peut être bien d'avoir vraiment le temps d'intégrer les effets de la séance qui peuvent être assez oui, remuants. Dans certains cas, il y a besoin de faire des séances plus longues, mais c'est pas la majorité des cas. d'accord. Et j'ai pas répondu à ça aussi sur les accompagnements, donc visio et présentiel pour les consultations individuelles. Et l'accompagnement, donc là, a priori, la deuxième édition de Sublimons nos vies, les rendez-vous mensuels ou bimensuels auront lieu en distanciel, via Zoom. Mais je vais aussi proposer des ateliers en présentiel, je pense tous les 2 mois. Après, si vraiment il y a de la demande, peut-être que je ferai tous les mois comme j'ai fait cette année. Parce que vraiment, c'est intéressant d'avoir aussi ces moments-là en présentiel. Pour avoir fait les cercles de femmes là, cette année en présentiel, ça fait du bien aussi de se retrouver au moins de temps en temps en présentiel. Donc, ça me tenait à Oui, cœur d'avoir les deux, des espaces où, voilà, j'ai notamment une cliente qui me suit depuis plusieurs années, qui est à Madagascar, elle se reconnaîtra. Euh, ben voilà, si je faisais pas de présentiel, si je faisais que du présentiel, oui, j'aurais pas bien sûr. pu lui proposer. Donc je trouve ça bien de pouvoir permettre à des personnes qui sont intéressées mais qui sont loin Tout à fait. le Ouais, distanciel, et en même temps ben, d'avoir ce côté encore plus cocooning du présentiel. On peut se voir autour d'un petit thé, petite tisane, petit gâteau. c'est Voilà. chouette aussi. Ouais. Ouais, de pouvoir avoir les deux, c'est effectivement, comme tu dis, quand tu peux, parce qu'effectivement, pour cette patiente qui est à Madagascar, c'est compliqué, c'est pas possible aujourd'hui, mais du coup, ça lui permet quand même de pouvoir avoir accès à ce que tu proposes. Et après, pour ceux qui peuvent, du coup, ça peut être hyper chouette, effectivement, de se voir en vrai, voilà, que le lien, souvent la connexion est encore plus forte en vrai, donc c'est chouette. C'est super. Du coup, par rapport à... J'ai perdu mon fil. Donc, on a vu effectivement les objectifs aussi de consultation. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Parce que on a vu les motifs de consultation, mais les objectifs peuvent être peut-être différents du motif de consultation finalement. Euh, Est-ce que tu as justement, qu'est-ce qui peut différer ou qu'est-ce que tu y vois toi dans les objectifs de consultation justement Mm. Ben, effectivement, l'idée serait de passer du motif de la consultation à Oui, la demande. Parfois, c'est très clair, hein. J'ai des personnes qui arrivent avec oui, un motif qui correspond à la demande et c'est très clair. Mais dans pas mal de cas, c'est pas forcément le cas, hein. Il peut y avoir un questionnement et donc quelque chose à affiner du côté de la demande. Donc, en soi, ça peut être un véritable travail thérapeutique. Rien que ça, hein, de vraiment définir quelle est la demande de la personne par rapport à sa oui, sexualité. Finalement, de se poser la question, mais quelle sexualité j'ai envie d'avoir? Est-ce que cette sexualité me convient? Comment je pourrais l'épanouir un petit peu plus? Donc, le premier objectif serait ça, s'il n'est pas déjà là, hein, de déterminer vraiment la demande. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma oui, sexualité? Et puis bah, après, c'est d'aider la personne à mettre en œuvre les changements pour aller vers cette sexualité souhaitée. Quand je dis changement, ça peut impliquer des actions nouvelles ou faire un peu plus de ce qu'on faisait déjà, hein, parce que parfois on fait bien certaines choses, oui, mais pas assez, ou on a laissé tomber. Ou ça peut être aussi acceptation. Vraiment, bah, autant en psychothérapie qu'en sexothérapie, l'idée, ça va être vraiment d'évoluer par cette balance-là entre acceptation et changement. Et venir questionner bah, qu'est-ce qui sera à changer en termes d'action, de nouveaux comportements à mettre en place, et qu'est-ce qui a à accepter. Accepter vraiment dans le sens, pas passif, résignation, hein, mais dans le sens dans la... euh, accueillir les éléments de la situation. Et parfois, simplement en accueillant ça, par exemple, si on reparle de l'exemple de la sexualité en tant que oui, parent,
ben, parfois, c'est difficile de faire le deuil de cette période où on a la liberté, on peut avoir un rapport sexuel ben, quand on en a envie, il n'y a pas à se questionner de ce que l'enfant est là ou pas. Il y a quand même quelque chose qui est à accepter. Euh, et le fait aussi de se détendre par rapport à ça, de se dire, bon, j'accepte cette situation nouvelle et je fais à partir de là, ça peut en soi être thérapeutique. Donc vraiment, le changement autour de la sexualité et au sens large, ça passe par l'acceptation et mise en place d'actions mais c'est hyper nouvelles. intéressant. Parce qu'effectivement, ça peut être tout simplement d'accueillir effectivement la situation qui est comme ça et comment on peut moduler en fait finalement avec une situation qui a changé, qui a bougé et qui est pas une fin en soi. En fait, on peut juste adapter ou modifier certaines choses, comme tu dis, ou augmenter, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, ça va être en fonction effectivement des situations et des clients ou des patients aussi. Donc, Oui. ouais. Ça me fait penser que le simple fait de normaliser une situation peut beaucoup apaiser les choses. Et je me souviens d'une personne, ouais, c'était au début quand je consultais, qui s'était mis en tête qu'il fallait qu'elle fasse l'amour au moins Oui. une fois par semaine. Et quand il n'y arrivait pas, c'était vraiment un Ouais, échec. Et le fait de travailler sur l'acceptation et l'accueil du fait que ben, parfois, oui, elle pouvait ne pas avoir envie toutes les semaines et que c'était OK, que c'était normal aussi, c'était dans sa normalité à elle. Ben, en soi, c'est déculpabilisant aussi, peut-être aussi. Ça dédramatise aussi peut-être comme tu dis, ce qui est autour d'une espèce de norme qu'on se met en tête, que ce soit physique, sexuelle, etc. Il y a souvent en tête des espèces de normes ou de choses où il faut rentrer dedans, sinon on n'est pas normal ou on a un problème en fait. Alors que comme tu dis, c'est sa norme aussi à soi ou au couple, tout du moins, que tout le monde trouve aussi à couple. Euh, et ça, c'est un... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Justement, j'allais employer ce Ouais. terme-là, c'est la norme à soi. Parce qu'on peut avoir aussi des sortes de normes, c'est-à-dire que je ne sais plus le terme qui est employé, mais par rapport au désir sexuel, le fait que si on ne fait pas l'amour pendant un certain temps, par exemple, ben, le désir sexuel va avoir du mal à revenir spontanément. Et donc, chacun, on peut déterminer à peu près, ben, il y a des personnes, si elles ne font pas l'amour, ben, je ne sais pas, pendant plus d'une semaine, ça va être dur que le désir revienne spontanément. D'autres, c'est 3 jours, d'autres, c'est tous les jours, d'autres, c'est un mois à la limite. Mais donc, on a toutes et tous nos normes. Là, je prends l'exemple Oui, du désir, mais c'est. Voilà. Donc, c'est norme à soi, comme tu dis, oui, au couple, et oui, ben oui, pas effectivement, il des n'y a pas les normes. normes pseudo-universelles qui ne le sont pas du tout finalement. C'est une croyance finalement, c'est pas une norme, c'est une croyance qui n'est pas forcément juste. Ouais. Ou en tout cas, c'est un fait qui n'aide pas forcément. C'est-à-dire que se dire, bon, oui, effectivement, il peut y avoir des chiffres, les Français font l'amour tant de fois par semaine, mais bon, et alors, quoi. Oui, Enfin, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est important ce que tu dis aussi pour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il faut toujours rentrer dans les clous, tu vois, ce besoin de rentrer dans des clous, mais qui sont pas forcément très justes, ou qui sont comme tu dis, c'est qu'un chiffre finalement. En plus, on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres au final, mais ça dépend plus de panels qu'on a pris, etc. Et donc du coup, c'est intéressant effectivement de retrouver sa propre, effectivement, déjà d'explorer peut-être sa propre norme ou son propre, voilà, parce que finalement c'est propre à chacun. Et ça, c'est hyper intéressant. oui. Comme tu parlais d'explorer, on est vraiment là-dedans finalement, de savoir Oui. qu'est-ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, poser des limites, voilà, ou ouvrir certaines barrières peut-être qu'on a mis en place, pareil sur des croyances ou des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant. Oui, parce qu'on parlait du quantitatif, mais il y a aussi le qualitatif dans les scripts sexuels. J'ai écouté un podcast comme ça que m'a conseillé Maëva, qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde en replay, que j'ai trouvé très intéressant. J'ai plus le nom, mais en tout cas, c'est le podcast Métamorphose. Et c'était, je crois que ça s'appelait Apprendre à faire l'amour. Et je ne sais pas si tu en as entendu parler, Émilie. Ça me, En tout cas, c'était ouais, ouais. C'est très intéressant. Et il parlait à quel point on était conditionné sans vraiment le ouais, savoir sur nos scripts sexuels, le fait que même si on ne regarde pas des pornos tous les jours, notre façon de faire l'amour généralement va suivre un peu ce script sexuel-là, avec préliminaire, pénétration, etc. Alors que, enfin, il y a un tas de façons différentes de faire l'amour. Ça peut être juste rester l'un devant l'autre, respirer. Enfin, il y a des tas de façons oui, de faire pas l'amour de, finalement, mais si on réfléchit chacune, ben, soit on a été dans une période de sa vie, soit on l'est toujours, mais beaucoup dans une sorte de répétition de ces scripts sexuels. Alors encore une fois, pourquoi pas si, enfin, du moment qu'il y a du plaisir et que ça oui, nous va, et c'est c'est ok. très bien, Oui. mais c'est intéressant de se questionner, mais finalement, est-ce qu'on a toujours envie de faire comme ça? Est-ce qu'on n'a pas envie d'exposer autre,
d'explorer autre chose. Tout à fait. Ouais, non, c'est hyper, ce que tu dis, oui, c'est hyper intéressant parce que c'est, effectivement, je pense que ouais, il y a plein de choses où on pense qu'encore une fois, c'est une espèce de norme qu'on s'est mis en place ou quoi que ce soit, script et du coup, chacun a son script finalement, ou chaque couple a un espèce de script, alors pas tout le monde, mais souvent, et du coup, effectivement, ça, on peut sortir du script, quoi, c'est un peu, dans différents sens finalement, c'est comme dans une pièce de théâtre, tu peux aussi, enfin, bon, tu peux peut-être pas toujours sortir du script dans une pièce de théâtre, mais faire un peu d'impro, de ce qui est Oui, guidé par l'instinct, c'est bien. etc. Ça peut être, et comme tu dis, c'est pas forcément ce qui est écrit et ce qu'on croit qui est vrai, qui est forcément ça, enfin qui est juste ou qui est vrai pour soi, encore une fois. Donc ça peut être aussi sous différentes formes. Et ce que tu disais, il n'y a pas forcément la pénétration n'est pas une obligation pour faire l'amour. Enfin, il y a plein de façons différentes finalement d'avoir du plaisir et qui est pas forcément lié à ce que tu disais avec ces scripts préétablis, même si ça n'empêche pas qu'ils peuvent être là parce que voilà, il y a un côté des fois rassurant, il y a un côté voilà, un petit peu zone de confort. Et comme tu dis, quand tu restes enfin, ça peut être inconfortable de rester dans cette espèce de pseudo zone de confort parce qu'on la connaît, mais en fait finalement ça peut être lassant ou comment dire. Euh, ouais, enfin, on peut aussi s'en lasser et s'ennuyer dans ces scripts-là. Ça peut être aussi Oui. sortir de ça, donc c'est hyper, ouais, c'est hyper intéressant. Oui, et comme tu dis aussi, ça peut aussi être, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais c'est-à-dire que tout est OK et valable finalement, du moment que ça nous convient, mais ça peut être aussi, effectivement, parfois avoir un peu une forme de routine sexuelle. Il peut y avoir un côté intéressant aussi dans certains, on va dire, certains actes sexuels qu'on a l'habitude de faire dans un certain cadre. Ça peut être agréable de faire l'amour dans son lit, dans sa chambre à coucher, à telle heure. Voilà, l'idée, c'est pas non plus de Oui, forcément toujours changer c'est ça. d'endroit. L'idée, c'est toujours de sentir dans le présent ce qui nous Ouais, convient. Puis parfois, on a envie de caler un rapport sexuel plus, j'allais dire doux. D'ailleurs, ça peut être une habitude, ça peut être un rapport sexuel qui est habituel, mais pas doux. Mais en tout cas, un rapport sexuel routinier, on peut prendre beaucoup de plaisir à ça. Et en même temps, parfois, on va avoir envie de sortir de tout à ça. fait. Ce que je trouve intéressant et passionnant de la sexualité, c'est vraiment ce potentiel d'exploration en fait qu'on a. Et même tu parlais de pénétration, donc effectivement, la sexualité n'implique pas forcément la pénétration. Et si ça implique la pénétration, c'est pas forcément un seul type de Ouais. pénétration. Le classique va-et-vient très rapide, ça peut être très très sympa. Ça peut être aussi intéressant d'aller plus explorer les points de pression dans le vagin, comme le vagin est plus sensible à la pression, de prendre des temps d'arrêt où on contracte les muscles du périnée. Enfin, Ouais. il y a vraiment Il y a plein plein de plein facettes. de Puis ce que tu disais possibilités. en plus dans ce que tu disais dans le côté un peu enfin, théorique, si je puis dire, ça peut être aussi par ce biais-là, c'est-à-dire d'expliquer justement les zones, etc. Enfin voilà, tous les, les, ça c'est hyper intéressant aussi parce qu'effectivement, comme tu disais avec, enfin, notamment tu parlais des pornos ou des choses comme ça, mais c'est que des fois ça peut être l'éducation sexuelle de pas mal de personnes, ça peut être ça, et du coup il y a une occultation totale de comment dire, du plaisir et de tout le potentiel, je sais pas comment expliquer ça, des nuances en tout cas, parce on est plus sur quelque chose de, c'est même pas sauvage, mais enfin, c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça va être, là en tout cas, ça te permet d'explorer ce côté effectivement du plaisir sous toutes ses formes et peut-être pas forcément que dans la douceur, comme tu disais, ça peut être aussi dans la, enfin, brutalité, j'entends, mais dans un autre contexte, mais du coup, ça va être en tout cas suivant et déjà comment dire, les schémas, comment dire, oh, je trouve pas mon mot, euh, Le script. ouais, le script ou sur mince, l'anatomie, je vais chercher, sur Oui. l'anatomie, c'est-à-dire vraiment de comprendre l'anatomie effectivement et de comprendre les zones peut-être plus, euh, comment on les appelle, les zones sensibles, Sensible. les zones, ouais, c'est ça. Et donc ça, du coup, tu accompagnes aussi là-dessus aussi Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de créer des contenus aussi pour un apprentissage en autonomie, même si bien sûr je peux en parler aussi en consultation, mais j'ai créé tout un module notamment là-dessus sur l'anatomie, les points à explorer, pour explorer le plaisir. Donc de prendre le temps, voilà, d'avoir un peu des référents théoriques et ensuite toujours passer par ouais, l'exploration. Parce que même le fameux point G, hein, apparemment, il n'est pas forcément situé au même endroit pour toutes, même si généralement il est sur la face antérieure et plutôt inférieure du vagin, mais ça pour peut certaines guider. femmes, c'est pas le cas de
c'est toujours intéressant de vérifier. Il y a des généralités comme ça théoriques, mais après, il y a notre théorie à nous qui passe par la pratique. Complètement. Et puis comme tu dis, l'anatomie, voilà, ça peut différer d'un centimètre, enfin voilà, tout le monde est différent, donc finalement ça peut jouer aussi. Donc comme tu dis, dans l'exploration, ça permet effectivement de savoir où il se situe véritablement pour chacun, même si on a une zone, voilà, ça reste à explorer aussi. Ouais, donc ça c'est hyper intéressant aussi. Justement par rapport au ressenti après les séances, justement, est-ce qu'il y a les gens ressentent des bénéfices, si je puis dire, rapidement ou après une séance ou après plusieurs séances, comment tu le vois? Ouais. Alors là encore, ça peut être très variable d'une personne et d'une séance à l'autre. Je te parlais de l'effet parfois première séance pour les personnes qui viennent avec un bagage lourd De en verbaliser. sexualité. Ouais. Ça peut être voilà, des choses traumatiques ou comme j'évoquais dans le cas des paraphilies, un côté un peu honteux en lien avec la sexualité, voire ça peut se rejoindre les deux. Et donc il peut y avoir un effet vraiment apaisant et soulageant d'avoir pu mettre en mots son vécu dans un contexte accueillant Oui. et bienveillant. Ça peut être très apaisant. Il peut aussi, à l'inverse, avoir des séances où on ressort. Alors, je m'arrange quand même toujours pour ne pas faire ressortir les séances dans un état complètement au ras du sol. Je prends toujours un temps quand même pour que la personne ressorte un minimum régulée émotionnellement. Mais il peut y avoir des séances difficiles parce qu'on va ouvrir des dossiers compliqués, douloureux. Donc, il n'y a pas, disons, c'est pas comme une séance de relaxation ou une séance où je sais pas quelle équivalent je pourrais trouver de massage, bien-être, des choses comme ça. Il n'y a pas toujours l'effet apaisant. Oui. Ça peut être le cas. Mais comme on vient quand même travailler parfois sur des sujets compliqués, on peut se sentir un peu chamboulé après. Mais j'ai envie de dire, c'est positif aussi. C'est-à-dire qu'on ouvre un dossier, qu'on a accès à ça. C'est là où, finalement, si on ne ressent rien, ça peut être plus agréable, on a l'impression que c'est plus protecteur, mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas touché le sujet sensible, on n'est pas encore prêt ou prête à ouvrir ce dossier. Et donc c'est ok, mais c'est juste que ça veut dire que on n'a pas encore touché le dossier. Tout à fait, ouais. Effectivement, je te rejoins. Il y a des séances qui sont où on sort, on est bien, etc. Il y a des séances qui remuent, mais en même temps, c'est que ça avance aussi, c'est qu'on a touché quelque chose de profond, donc c'est quand même ou des croyances limitantes ou des choses. Et forcément, ça bradasse parce que c'est des choses où on s'accroche depuis des années dessus, donc forcément que ça peut perturber les personnes et comme tu dis d'aller toucher des fois des choses on se rapproche des causes essentielles du mal-être ou des difficultés de la personne donc ça peut effectivement mais c'est intéressant de le dire parce que des fois les gens se disent mais moi je veux ça parce que je vais être bien derrière alors ça peut prendre un petit peu de temps mais des fois pour aller très bien ou aller bien il faut passer par ces petites phases là ça va avec le travail sur soi finalement aussi hein, c'est qu'il y a des petites périodes un peu d'inconfort quoi on va dire mais qui sont nécessaires pour passer ce cap-là, en tout cas aller sur du mieux et du bien. Oui. Donc après, l'idée, c'est, je parlais de régulation émotionnelle, hein, mais d'essayer de faire bouger le système sans trop non plus le surmener. On parle de zone de tolérance, de fenêtre de tolérance émotionnelle. Donc l'idée, c'est de ne pas dépasser notre fenêtre de tolérance émotionnelle, ni par le haut en étant dans une hyperactivation émotionnelle, peut se traduire par des crises d'angoisse, palpitations, etc., des symptômes bien visibles qui se sentent, ni par le bas en étant dans une forme de dissociation, d'hypoactivation, en étant coupé de ces ressentis. Donc l'idée, on va plus avancer si on reste dans notre fenêtre de tolérance émotionnelle. Donc l'enjeu aussi en thérapie, ça va être d'aider la personne et moi par ma façon de me réguler aussi à l'autre émotionnellement. Hein. Ça engage aussi les émotions du thérapeute. On se co-régule ensemble. Mon rôle aussi d'aider la personne à se réguler et aussi d'aider la personne à trouver des moyens d'autorégulation pour pas non plus qu'elle soit, comme je te disais, effondrée après une séance. Effectivement, qu'elle puisse partir dans un état constant, enfin voilà, qui soit cohérent et constant par rapport à ses habitudes. Je comprends complètement. Du coup, justement, c'est ça que j'ai oublié, c'est que je me disais. Du coup, quels sont tes tarifs parce que pareil, c'est des choses qui reviennent assez souvent sur les questions. Si tu es OK. Comment oui, tout à fait, je suis OK. Alors, les tarifs pour une consultation individuelle sont de 90 €. Donc, la séance de 45 minutes. Comme je te disais, parfois, il peut y avoir des séances plus longues. C'est quand même assez rare, mais s'il y a
Voilà, c'est proportionnel, quoi. Donc, si on fait une séance double, ça va être 180, mais c'est quand même rare qu'on ait des séances longues. Oui. Séance de couple, donc les séances de couple Oui. durent 1 heure et le tarif est de 130 €. D'accord, très bien. L'accompagnement, donc là, je vais juste te donner une tranche parce que selon aussi la forme définitive que ça va prendre, je vais peut-être réguler un petit peu, mais ce sera entre 75 € et 100 € par mois. Donc l'accompagnement dont je te parlais, Sublimons nos vies, donc sur 9 ce à que tu 12 mois. disais. Ok, très bien. Ouais, donc Voilà. ça donne déjà une bonne indication. Ça donne une bonne indication effectivement des tarifs. Voilà. Comme ça, les gens savent, tu vois, à peu près le prix, combien de temps ça prend. Tu vois, c'est des questions effectivement de base. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi tout le travail de fond, ton cheminement, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter qui sont importantes pour toi, justement, par rapport à ton métier, par rapport à comment tu le pratiques, etc. Enfin voilà, qu'est-ce qui... Je réfléchis, on a abordé déjà Ouais, pas mal de carrément. choses. Je regarde dans mes notes si j'avais mis des choses. Non, mais ça rejoint ce que je te disais à plusieurs reprises, hein, c'est que pour moi, la sexualité, c'est vraiment un chemin d'exploration à part entière. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut consulter un sexothérapeute quand on a une problématique, quelque chose concrètement qui nous gêne dans notre sexualité. Mais même quand on n'a pas de problématique sexuelle, à part entière, c'est un chemin d'exploration passionnant, hein. Moi, pour aussi le vivre, comme je disais, des retraites ou des accompagnements que j'ai pris pour moi-même autour de la sexualité qui m'ont vraiment aidé à cheminer à un niveau plus profond. Pas uniquement sur la sexualité. D'ailleurs, il y a certains accompagnements que j'ai faits en voulant explorer une partie spécifique de ma sexualité. Et je me suis rendu compte que ça avait eu un impact encore plus sur d'autres aspects qui n'étaient pas sexuels, notamment autour de la créativité. Ouais, non, C'est vrai qu'on a tendance à associer sexualité et créativité. Quand on est en contact avec on va appeler ça son potentiel sexuel, il y a aussi quelque chose d'une créativité au sens large qui est solidifié en fait, qui est plus puissant. Là, je parle, ça peut être créativité artistique, moi c'est un sujet qui me parle, mais ça peut être créativité au sens large, hein, créativité professionnelle, ou voilà, créativité de mener un projet à bien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris moi personnellement avec mes propres accompagnements pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, que ce soit en suivant un accompagnement ou de vous à vous-même, hein, d'explorer la sexualité. Voilà. Dans le consentement, hein, toujours il faut le rappeler, hein, mais justement, ça va avec ça, c'est de l'explorer pour soi. Déjà de soi à soi, ensuite le vivre avec l'autre. Mais c'est de façon ouverte, c'est-à-dire se laisser cette ouverture de découvrir sur certains chemins, certaines pratiques sexuelles, ce que ça va nous apporter. Donc voilà, c'est avec ça que je voulais conclure, hein, sur la sexualité en tant que chemin d'exploration à part entière. C'est hyper intéressant du coup, Hélène. Enfin, tout ce que tu nous as livré là a été super intéressant. Et ouais, c'est une belle conclusion. Donc ouais, c'est chouette. Il y a d'autres questions qui ont été posées du coup. Alors je vais regarder juste si je vais les reprendre. Tu as répondu. Oui, qui a répondu. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des problèmes? Il y a Fred qui demandait est-ce qu'on est obligé d'avoir des problèmes de sexualité pour consulter? Donc tu as répondu aussi en disant que non, il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes, on peut le faire en préventif et avant d'avoir des soucis. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter un petit point par rapport à la question de Fred ou. Mais, oui, comme tu disais, en préventif et aussi comme pour explorer en fait. Ça se rejoint, mais pas tout à fait l'aspect préventif. Éviter qu'il y ait une pratique sexuelle et l'aspect vraiment exploratoire. Voilà. À proprement parler, ouais, oui, tu as raison. Parce que c'est pas la même chose, tu as raison. Après, j'avais une question de Marie. Lorsque tu as des problèmes sexuels dans un couple vécu par un seul des deux, est-ce qu'il vaut-il mieux venir seul ou en couple dans ces cas-là? Est-ce qu'il vaut mieux faire une thérapie de couple quand même ou est-ce qu'il vaut mieux que la personne vienne seule alors que c'est un problème en lien avec le couple? Donc, c'est dans le cas où il y a un problème sexuel porté par l'une des personnes, mais qui est en couple. Oui, c'est ça, vécu par un des deux. En fait, il y a un couple, mais le problème, il est vraiment porté par une seule personne du couple uniquement, c'est ça. Moi, dans ces cas-là, je trouve ça intéressant de rencontrer au moins une fois le couple, parce que même si l'un est porteur, entre guillemets, du symptôme, il s'inscrit toujours dans une problématique relationnelle et de couple.
Donc, c'est toujours intéressant d'avoir, au moins pour une séance, le point de vue du ou de la partenaire, parce que c'est vraiment un fonctionnement. Quand il y a un problème sexuel dans le couple, finalement, ça devient le Oui, problème tout sexuel du à couple. fait. Même si concrètement, c'est porté peut-être par le corps de l'un. Voilà. Ouais, ouais, mais ça, Après, c'est toujours du cas par cas, parce que s'il y a une mauvaise entente dans le couple, par exemple, ça, ça peut valoir le coup de se voir seul à oui. seul. Donc, généralement, prendre un petit temps d'échange, quelques minutes par téléphone, ça peut permettre de déterminer la Ouais, meilleure c'est le solution. mieux, ouais, c'est en fonction de la situation, mais ça peut être effectivement assez intéressant. Effectivement, la question est très intéressante parce que c'est vrai que des fois, alors tu as plusieurs cas, mais des fois on entend où comment dire, le partenaire va dire, mais de toute façon, ça vient pas de moi, c'est toi. Alors il y a une espèce de déni aussi des fois du truc de, voilà, c'est moi, j'ai aucun problème, de toute façon, voilà. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme, hein, mais ça peut être, ça c'est des choses qu'on entend aussi assez régulièrement. Et comme tu Ouais. dis, c'est pas forcément que la personne qui finalement, c'est un problème du couple, puisque c'est pas, voilà, c'est pas forcément la Et l'autre, personne en tant que telle, mais le couple a un pseudo-problème ou une difficulté ou peut-être un manque de communication ou je sais pas, mais du coup qui fait que effectivement de se dédouaner du truc en disant c'est ton problème, va le régler, c'est peut-être pas une solution en soi non, et puis le partenaire peut vraiment, le ou la, oui, hein, peut aider à améliorer les choses. Je pense par exemple à l'éjaculation prématurée, le fait dans un premier temps, le temps que l'homme se réapproprie les sensations, bah, ne serait-ce que si la femme bouge lentement, parce que c'est vrai que souvent bah, il y a une grande sensibilité s'il y a une éjaculation prématurée. Donc si la femme, par exemple, a un rythme rapide ou adopte un rythme particulier pour avoir son propre plaisir, elle a un rôle à jouer. Euh, Dans un premier temps, ça ne veut pas forcément dire que oui, tout le temps elle devra adapter c'est plus son dans rythme, mais en tout cas au une départ, régulation finalement du démarrage. Ouais, c'est plus oui. aider à amener une régulation et sur un temps en fait pour pouvoir après adapter. C'est ça que Oui, tout à fait. Donc ça va vraiment jouer l'attitude de la partenaire, du partenaire dans ce qu'elle a pu jouer. Ou pareil, si c'est un problème, je sais pas, par exemple un problème de vaginisme, hein, typiquement aussi l'attitude du partenaire va beaucoup jouer et de vraiment attendre le consentement de toutes les parties de la personne qui présente le vaginisme, hein, mental, mais aussi corporel, émotionnel. Le fait de s'adapter au rythme de l'autre, ça va aider. Donc, comme tu dis, effectivement, parfois le problème, la cause est à trouver oui, chez les deux, même s'il n'y a qu'un porteur de symptômes. Et parfois la cause est chez l'un, effectivement, mais le fait que le partenaire ou la partenaire accompagne la personne qui porte le ouais, symptôme tout va aider. oui, c'est quand même un lien de communication, de partager, enfin voilà, pour que ça soit épanoui pour les deux. De toute façon, même si on a un problème personnel, ça peut être quand même un mieux pour le couple et pour et pour l'un et pour l'autre finalement aussi. Faut le voir comme un gain et non pas comme le fait d'avoir un problème. Parce que des fois, c'est ça aussi. Il y a des gens qui se disent, je veux pas y aller parce que j'ai pas de problème. Voilà. Alors qu'au final, ça peut poser Oui, problème et on veut pas se le dire, on veut pas se l'avouer parce on est les principaux à se mentir soi-même, clairement, dans beaucoup de domaines. Donc du coup, ça peut être. Je dis pas que c'est forcément voilà vécu en se disant je me mens mais c'est pas grave, mais plus dans le sens je me fais croire que j'ai pas de problème alors qu'en fait c'est quand même ouais il y a quand même il y a des répercussions en tout cas sur notre vie amoureuse etc qui sont pas cool et du coup si ça peut s'améliorer sur ces points-là ça peut être intéressant. ben oui, autant en profiter. Alors, je verrais peut-être une exception à ça, à discuter Ouais, pareil au cas par cas, mais là, c'est au carrefour aussi du psychologique et du sexologique finalement. Mais s'il y a un questionnement, par exemple, en lien avec et le désir et le sentiment amoureux, parce que c'est une problématique qui peut arriver hein, de se questionner, bon, j'ai plus de désir, est-ce que c'est en lien avec une perte de sentiment amoureux ou pas? Ça peut valoir le coup là de consulter seul, je dirais, pour venir questionner ce désir sexuel et ou ce sentiment amoureux. Parce que là, venir en parler pendant des heures et des heures en deux, dire ah bah je sais pas à quel point peut-être que je te désire pas, tu m'attires pas assez, c'est ouais. pas forcément ce qui va être le plus aidant. Je verrais cette situation là où ouais, je verrais un bémol à consulter à deux ou peut-être à un moment, mais je pense qu'à un moment ça peut être bien aussi de cheminer seul Oui, sur sur certaines ouais, problématiques de ouais, couple. Donc, effectivement, comme tu dis, là, c'est effectivement là, c'est de soi, soit vis-à-vis de l'autre, mais c'est vraiment en lien avec soi et pas forcément de le partager avec l'autre. À ce moment-là, c'est peut-être pas judicieux pour, voilà, que la personne puisse le faire d'elle avec elle-même pour
savoir où elle en est, tout du moins si c'est une histoire de désir ou si c'est une histoire de sentiment ou si c'est les deux. Enfin, mais au moins ouais, de mettre du clair en fait dans cette situation-là plutôt que effectivement la dévoiler devant l'autre personne où ça peut être déroutant et perturbant plus qu'autre chose. Oui, et pas forcément Ouais, pas constructif. Hein. Donc tout ne se travaille pas à deux, Oui, même complètement. si ça Ouais, implique. ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est des choses aussi qui apparaissent pas mal. Et ensuite, j'avais une question de Camille. Dans un couple où tout va bien, bah oui, du coup, tu y as répondu. Dans un couple où tout va bien sur le papier, est-ce intéressant de faire un point avec une sexothérapeute ou qu'est-ce que ça peut apporter? Mais tu y as répondu aussi du fait de, effectivement, et en préventif et en exploration. Ça revient aussi à la question de Fred. Du coup, ça peut être sur ces deux versants, donc ça peut apporter effectivement un épanouissement plus important. Et puis, comme tout ce que tu as expliqué, même avec l'accompagnement que tu proposes, notamment, qui peut être, voilà, où il n'y a pas de problématique Ah, en... il y a un petit peu de connexion. Ah, Ah, ça y est, je t'ai récupéré. ça avait Oui. coupé. Je disais même avec ton accompagnement, du coup, on est vraiment sur l'exploration et où il n'y a pas forcément une problématique de base, mais plus une exploration pour un épanouissement, voilà, ouais. Oui. Oui, puis ça peut être une ressource, c'est-à-dire que plus on a de ressources, plus le couple va être fragilisé si on parle du couple Oui, là. Si par exemple l'aspect sexualité est très, très nourrissant, ça peut permettre aussi d'aider à surmonter certaines ouais. difficultés. Donc, la sexualité comme ressource, ça peut aussi être un Ouais. vrai présent. Donc, ça peut être une indication aussi pour un couple. Et puis prévenir aussi les effets, notamment pour les jeunes couples, de la baisse de la phase de la passion. Hein, que jusqu'à présent, j'ai rencontré personne pour qui ça n'a pas eu au moins pas eu lieu au moins à minima. Hein, cette période variable de 1 an à 3 ans selon les écoles et ce sur quoi on se base, si c'est hormonal ou plus psychologique. Mais quand il y a cette baisse de phase de passion, la sexualité, elle Oui. change. Et donc, ça peut être intéressant de consulter aussi pour ça, pour se questionner comment on fait à ces moments-là. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Pas attendre de soit de pouvoir se dire comment voilà, je peux le gérer. Ouais. Et du coup, mais je crois que c'est bon. Je crois que j'ai toutes les questions qui avaient été posées en amont. D'ailleurs, je remercie tout le monde d'avoir posé toutes ces questions avant. Merci Ouais. Hélène, Guillaume, voilà, toutes les personnes qui ont posé aussi leurs questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Hélène. Sinon, parce que là, on Ouais. peut clôturer. Si vous avez des questions qui viennent après, ça peut. Hein, du coup, n'hésitez pas à envoyer peut-être un message voilà, perso en DM à Hélène ou voilà. Après, en commentaire, c'est peut-être plus large et du coup, après, ça peut toujours servir à tout le monde, hein, les questions que vous posez, mais si vous voulez pas être exposé ou quoi que ce soit, ça peut être en DM ou sinon, si vous avez envie, ça peut être en commentaire également. Du coup, je pense qu'on a fait, enfin pour moi en tout cas, j'ai fait le tour de mes questions. C'était hyper intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte que des fois, on croit, pareil hein, dans les croyances, hein, de tiens, c'est pas ça, etc. Et en fait, on se rend compte de toutes les nuances qu'il peut y avoir aussi. Et puis, comme tu disais, de chaque praticien aussi le pratique avec son propre vécu, son propre cheminement, etc. Et du coup, c'était hyper intéressant en tout cas d'avoir le tien et de tout ce que tu continues en plus à mettre en place. Et du coup, je vous invite tous à aller sur l'Insta de Hélène ou le Facebook pareil, avec ton nom, ton prénom. Et j'ai noté aussi, attends, où est-ce que je l'ai mis sur le site internet aussi, qui est, mais je vais vous le noter, psychosexologue-france.net. Et je vais vous le noter de toute façon dans Sexologue-France, mais oui. C'est ça Oui. Oui, si sexologue-France. Psysexologue, que j'ai dit. Ah oui, j'ai dit psycho. Oui. Psysexologue, pardon. -france.net, c'est ça. Donc, du coup, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, je vais tout vous noter. Donc, de toute façon, vous aurez tous les éléments si vous voulez aller voir justement. Et puis, le Linktree de Hélène où elle va mettre à jour au fur et à mesure justement sur le cheminement de ton offre de Sublimons nos vies et avec voilà tous les éléments qui sont nécessaires justement pour mieux comprendre ce qu'il en est. Alors, tu l'as dit aussi dans le domaine créatif, artistique, etc. Mais du coup, je vous invite aussi à suivre Hélène parce qu'elle vous propose aussi
enfin, je trouve ça toujours chouette, la danse, la musique, tes compositions, les scènes que tu fais, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là sont hyper intéressantes. Et en plus, je sais que dans ton œuvre, tu le mets justement à profit aussi tout ça pour accompagner la méditation aussi, l'écriture, voilà, tout ce que tu aimes faire aussi, tu le mets à profit de ton accompagnement en plus. Donc Oui, merci. toutes ces ressources. Merci beaucoup, Allen, pour cette interview. Et, Merci beaucoup à toi, Émilie. C'était un plaisir. C'est toujours intéressant d'avoir cet échange-là sur sa pratique. C'est un vrai plaisir à répondre à tes questions, puis à vos questions aussi, à ceux qui écoutaient. Un grand merci pour ce on moment. est les petits cœurs. On envoie plein de petits cœurs aussi à tout le monde. Et voilà, puis ça permet effectivement de mieux comprendre toutes les nuances, tous les éléments. Donc, je te dis, moi, à titre personnel, ça me permet de mieux aussi comprendre, saisir les éléments, etc. Je trouve ça génial parce que pareil, moi, quand j'ai des personnes, je me dis, tiens, là, ça serait intéressant peut-être que j'envoie, tu vois, voir quelqu'un, etc. Pareil, dans le lien dont tu parlais. Parce que moi, c'est des sujets qui peuvent ressortir assez couramment quand même aussi. Et j'ai tendance effectivement à donner des coordonnées ou bon, moi j'ai les tiennes, donc du coup je sais comment tu travailles un peu, donc ça peut être les tiennes, voilà. Mais je trouve que si la personne, enfin, soit dire allez, vous pouvez aller voir quelqu'un, si la personne me demande qui, là je dis voilà, j'ai plusieurs personnes et voilà, je donne à ce moment-là. Mais en première instance, je donne jamais en disant allez voir un tel, etc. Parce que voilà, faut que ça faut le cheminement intérieur déjà de se dire ah oui il faut ouais ok donc voilà après c'est par étapes pour certaines personnes donc c'est important de le respecter aussi et du coup en tout cas c'était hyper intéressant et hyper riche. Je te remercie beaucoup. Merci, Émilie, pour m'avoir donné l'occasion de parler de ce métier passion avec toi. Et je te souhaite une belle Moi journée, une aussi, bonne fin de très mois bonne de juin bien ouais, chargé. très bon après-midi et puis merci à tous d'avoir participé aussi au live et pour vos questions et voilà, n'hésitez pas toujours à partager, suivre aussi parce que c'est important, ça nous aide aussi de nous suivre sur nos pages, voilà avec voilà on a des contenus divers et variés mais voilà pour si ça vous s'intéresse en tout cas c'est important de nous suivre pour que vous ayez en avant-première on va dire toutes les choses qu'on peut mettre en place et puis voilà n'hésitez pas à commenter, partager, liker, enfin voilà voilà on est toujours content de vous lire en tout cas. Donc à très vite pour l'émission 9 avec une petite surprise et puis du coup à très bientôt et à bientôt Hélène aussi et merci encore. Merci à toi, Au revoir. Émilie. À Ouais, bientôt. Et au revoir à à tous. bientôt. Au revoir.